Bon, bonjour à tous, bienvenue sur Overtime. David, tu viens de me surprendre là. Ouais, il faut, c'est, c'est nouveau la technique, on doit s'habituer. Bienvenue à ce 24e épisode. Salutations dans le chat, là, vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Il y a Simon, Lionel, Sylvie, Quentin, Vladi, Sébastien, et également Arthur qui sont déjà dans le chat et qui nous saluent. On est très content de vous retrouver et très content de vous retrouver surtout enfin, dans une semaine de hockey, mais également en présentiel, David, les mesures COVID qui sont tombées. Et enfin, on peut utiliser notre studio à deux. on attendait ça depuis un petit moment et vous verrez, il y aura peut-être plus d'osmose pour cet épisode. Et on sent aussi dans le chat que la reprise commence à arriver et que dans un peu plus de 24 heures, le championnat va reprendre ses droits et que tout le monde a une certaine impatience de finir cette saison, Joe, et puis d'aller ensuite dans Ben, le gros menu. c'est le dernier droit. Le dernier droit est hyper important. Et d'ailleurs, dans le chat, on dit on a soif de hockey. Nous aussi, on a soif Oh parce que oui. c'était une longue pause, mine de rien, 3 semaines. C'est inhabituel d'avoir ce genre de longue pause en pleine saison. Donc, vivement le retour des choses sérieuses pour la suite de la saison. Évidemment, on vous invite à nous écrire toutes vos questions, vos commentaires dans le chat. On va tenter d'y répondre au cours de la prochaine heure. Mais David, on ne sera pas tout seul là, aujourd'hui. Non, on ne sera pas tout seul, ça serait dommage. Peut-être à deux. Le studio est bien utilisé. Il n'y a pas la place pour trois. Donc, il y a Pascal Eberhardt, notre collègue Joe, est confortablement assis chez lui. Salut, Pascal. Salut messieurs, ouais non, il n'y avait pas de place pour que je vienne tenir la chandelle de vous deux. Il va falloir Ouais, repenser notre setup si on veut être trois à l'avenir parce qu'à deux, c'est déjà serré. ouais, ouais. Et puis, on va faire une cure d'amincissement aussi pour rentrer dans le cadre. Au menu aujourd'hui, on va clore les Jeux Olympiques. On va parler bien sûr, menu du champion. Du bilan de l'équipe de Suisse rapidement parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses depuis quelques jours et on parlera bien sûr des clubs romans de National League. On nous dit David, avant qu'on commence, apparemment ton micro est pas assez fort. Ouais, je pense Euh, on peut peut-être monter le son juste ici. Juste ici. Si tu Max, rapproches ton micro, je sais pas si. vous m'entendez mieux comme ça dans le chat? Faites-nous savoir. Donc voilà, on parlera bien sûr des clubs romans de National League. On attend vos questions et je vous propose de commencer avec la première thématique, bien sûr, celle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui se sont terminés avec une victoire de la Finlande, la première médaille d'or de l'histoire de la Finlande, en finale contre la Russie, avec bien évidemment ce score serré et triqué jusqu'au bout. La Finlande et son système mis en place depuis quelques années payent, Jonathan, avec des récompenses au niveau international et maintenant même au niveau des Jeux Olympiques. Une médaille historique pour la Finlande, pleinement méritée. Évidemment, le système de jeu finlandais a été un peu critiqué par René Fazel parce que Ah c'est un bon? style de jeu qui est défensif. Mais en même temps, ce sont souvent les défenses qui gagnent les championnats. Et ça, on peut pas critiquer la Finlande. Au contraire, ils ont bien joué, ils méritaient cette médaille. Ont battu quand même des gros clubs. Bon, moi, par contre, je reste un peu sur ma faim niveau helvétique. Parce que tout au long des Jeux olympiques, j'ai été déçu, frustré. J'avais beaucoup de questions sur l'utilisation de certains joueurs. Et je ne sais pas, Pascal, si tu as eu un peu le même feeling, mais où était Kylian Motet? Il a joué un très bon tournoi. On ne l'a pas vu. Greg Hoffman, lui, avait le premier trio, les premières vagues de powerplay. Est-ce que l'utilisation des joueurs t'a dérangé? Alors, puisqu'on part directement sur l'équipe de Suisse, oui, ça m'a dérangé. Totalement, on en a parlé la semaine passée d'ailleurs avec Jean-Philippe. J'ai pas compris sur le match contre la Finlande et même contre la République tchèque, les deux matchs à élimination directe. Ça m'a dérangé de voir que les meilleurs joueurs, c'était le quatrième trio. Finalement, Berchi Motet, Hollenstein. Hollenstein a descendu au cours des matchs et pourtant, il a amélioré cette quatrième ligne et on n'a jamais trouvé plus d'intérêt pardon, du côté de Patrick Fischer d'utiliser ces joueurs-là avec plus de temps de jeu, notamment sur le powerplay. Il est resté beaucoup sur ses valeurs sûres, à savoir jouer avec Malgin, Andrietto, Hoffman, pour notamment les attaques. Et franchement, voilà, c'est dommage.
Pascal, dans le temps normal, on va dire qu'on s'appuie quand même sur des valeurs sûres, mais on parle quand même de Kylian Motet, d'un serial buteur quand même en powerplay, de Christophe Berchi. Ok, il connaît peut-être pas la meilleure passe du moment avec son club quand il est arrivé aux Jeux Olympiques, mais on l'a très bien vu aussi se mettre en avant dans ces Jeux Olympiques. Simplement, Patrick Fischer, pour moi, il s'entête dans son système. Il a une idée. Il va jusqu'au bout et des fois, quand il voit le mur de trop près, il n'a pas envie de passer par-dessus le mur. C'est juste que quand tu coaches à ce niveau-là, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir de l'orgueil, de tenir tes idées, mais il faut aussi... Un grand coach voit ses erreurs ou essaie d'améliorer ses points faibles et doit analyser l'équipe qu'il a. Patrick Fischer a été out-coaché plusieurs fois dans le tournoi et il y a plusieurs décisions qui sont discutables. Et c'est rien contre Etobera, c'est un gardien que j'adore. Mais par exemple, le choix des gardiens, t'as pas gagné des matchs de barrage depuis des années. T'as Giannoni qui a 6 titres de National League, donc qui s'est gagné, on s'entend, qui vient de remporter le match de quart de finale et tu reviens avec Reto Berra. Est-ce que, de 8e, oui, et tu reviens avec Reto Berra pour les quarts de finale, est-ce qu'on ne peut pas décider d'y aller finalement avec un gardien numéro 1 rendu à la phase d'élimination directe? C'est presque de la politique, Jonathan, hein, ce qui se passe aussi avec le duo de gardiens. Pascal, je pense que tu es aussi de cet avis. Hein, on avait discuté de ça avant le tournoi, puis on s'y est tenu. En tout cas, c'est ce que ça donne l'impression. Ah, moi, j'ai clairement une impression que c'était des décisions politiques. L'acharnement de jouer avec Hoffman sur la première ligne de powerplay, peut-être. Alors, après, je vois Elodie qui dit il nous a manqué Chervais et Rod, en l'occurrence, pas Schwery. Schwery un peu moins. Schwery un peu moins, mais les deux, l'un était blessé avant les Jeux et allait revenir, mais manquait de compétition, donc ça n'aurait pas été un cadeau pour Noah Rod non plus. Et puis Tristan Chervais a dû se faire repérer, donc c'est pas un cadeau non plus de. Mais plus dans ce qu'ils auraient pu apporter, Pascal, tu vois, de sûr. joueurs comme ça. Mais là-dessus, c'est peut-être Herzog qui devait prendre le jeu à son compte. Et dans notre championnat, il ose aller se frotter parce qu'il sait qu'il va peut-être pas être contesté suivant les gestes qu'il fait. Puis là, il avait peut-être eu un peu plus peur des joueurs tchèques, russes, qui sont capables d'aller frotter et puis d'aller faire comprendre au niveau des joueurs que ça se fait pas. Moi, je dis que le coach national, Patrick Fischer, a montré un petit peu ses limites de coaching parce que oui, on peut établir quelque chose avec ses gardiens, par exemple, hein, ou dans son système de jeu avec la hiérarchie qui est bien implémentée au niveau de ses lignes et qu'on ne veut pas vraiment toucher. Mais on peut aussi parler. Berra, Giannoni, c'est des gardiens dominants dans notre championnat, intelligents. Si on explique à Berra que c'est Giannoni qui est reconduit pour le match d'après parce qu'il a sorti un gros 8e de finale, Berra peut le comprendre, en lui promettant peut-être un match après ou promettant que si Giannoni continue d'avoir la main chaude, c'est lui qui reste. Je pense pas qu'il y a vraiment, je sais pas, moi c'est mon sentiment qu'il n'y a pas de jalousie de la part de Berra de laisser un match de plus à Giannoni. Ce sont des gardiens professionnels, ce sont des gardiens qui ont tous passé par être 3e, être 2e dans une équipe ou même avec l'équipe nationale. Évidemment que ça s'explique. Évidemment que tu t'assois avec tes deux gardiens, t'expliques la situation et tu dis, écoutez, là, on y va avec celui qui nous fait gagner, tout simplement. Et ça n'a pas été le cas. Oui, c'est de la politique. On a la chance en Suisse d'avoir probablement un des bons duos de gardiens. Là. Dans le tournoi, on avait un des bons duos de gardiens. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé parce qu'ils ont eu des solides sorties, les deux. Mais par contre, à un moment ou à un autre, tu dois faire un choix. Tu ne peux pas commencer à jouer jusqu'à la finale en système d'alternance. C'est pas comme ça une équipe gagnante. Et oui, moi, je trouve que c'est des limites. Patrick Fischer, est-ce qu'on lui laisse... je pense qu'on va lui laisser les championnats du monde, mais après, est-ce que ce serait le temps de passer à autre chose pour l'équipe nationale? Tu parles vite parce qu'en fonction de ce qui se passe au championnat du monde... Mais déjà, pour moi, c'est une énorme, énorme déception, l'équipe de Suisse, parce que quand les joueurs, déjà que la NHL ne vient pas, quand tu regardes l'effectif de la Suisse, beaucoup ont joué sur des petites patinoires, beaucoup ont de l'expérience de NHL. Une très bonne équipe. On se vante que notre championnat est l'un des meilleurs d'Europe et l'un des meilleurs au monde. Et tu arrives au JO, tu as une victoire en 5 matchs. Pour moi, c'est un constat d'échec lamentable et il ne faut pas être content de s'être rendu en quart de finale. La Suisse devait viser la demi-finale dans ce tournoi olympique. On sera en quart de finale par la peau des fesses et par chance, parce qu'une victoire dans ce tournoi-là, quand tu as perdu tous tes matchs de ronde préliminaire, techniquement, tu ne mérites pas d'être en quart de finale. On s'y rend parce que
On est chanceux, on est qualifié pour les huitièmes et on affronte la Tchéquie qui n'ont pas une grosse formation dans ce tournoi. On réussit à les battre. C'est le seul bon match vraiment qu'on a sorti. Et encore, c'était pas un match parfait, mais pour moi, c'est un gros constat d'échec. Donc, je crois que tout le monde est d'accord dans le chat. Pascal, tu peux aussi prendre quelques références dans le chat puis nous donner ton avis, mais c'est ce qui ressort. J'ai commencé par donner mon avis, comme ça me laissait le temps de remonter un peu dans le chat, mais j'ai vu que ça critiquait pas mal le fait que c'était beaucoup des individualités plutôt qu'une équipe, notamment Fabien, puisque je suis arrivé à sa hauteur, qui nous dit on n'a pas vu une équipe, mais que des individualités, on peut critiquer le style finlandais, mais c'était une vraie équipe avec un projet de jeu, avec chacun son rôle. On peut pas être... D'un point de vue objectif, on peut pas être déçu parce que finalement la Suisse elle est à sa place à être éliminée en quart de finale par le futur champion olympique. Mais comme tu le disais Joe, on peut être que déçu par les résultats parce que grâce à la formule, la Suisse a pu aller en quart de finale. Dans un championnat du monde, c'était le tour de relégation qu'attendait la Suisse avec 3 défaites. Et le match contre le Danemark était le match à gagner. C'est le match où j'ai moins vu l'équipe de Suisse. Ils ont été bons contre les Russes, ils ont été bons contre les Tchèques. Mais contre les Danois, ils n'étaient plus là. Et on ne va pas dire que c'est la faute d'Heinz Sellers qui a avec un système extrêmement défensif. C'est juste que les Danois étaient surmotivés, ils avaient réussi leur entrée dans le tournoi. Et eux étaient là ils avaient tout à gagner et, et la Suisse avait tout à perdre. Après, si on parle bilan général de ce tournoi, l'équipe de Suisse, j'aime pas accabler quelqu'un. Dans le chat, on s'en prend beaucoup à Grégory Hoffmann parce que oui, il y avait des attentes sur lui, mais c'est pas le responsable de la déroute suisse. Mais il y a tellement d'erreurs défensives, de relances, de placement qu'au niveau international, Joe, Pascal, on peut pas. Non, mais tu peux pas. Tu regardes le match contre la Finlande, les 3 premiers buts, là, Santeri Alatalo qui fait dévier le puck dans sa cage. À quel moment un défenseur joue le puck avec sa canne devant son gardien? Il savait plus pour quel pays il devait jouer. Non. C'est pas ça? Ouais, il regardait ses 2 passeports avant le match. Il s'est dit, d'après moi, si je fais un autogol, c'est pas si grave que ça. Je sais pas, mais j'espère qu'on va lui donner une partie de la médaille d'or. Mais ça, c'est des erreurs que Santeri Alatalo dans notre championnat ne fait pas. Gaëtan Haas le savait très bien aussi sur l'un des buts. C'est complètement son erreur. Lucas Frick n'a pas rejoué après son erreur qui a mené au 3-0 non plus. Et c'est des erreurs... Évidemment, c'est pas que Greg Hoffmann. Par contre, Greg Hoffmann, pour moi, montre la mauvaise gestion de Patrick Fischer. Parce que Greg Hoffmann, tu dois trouver un moyen là, de le réveiller, de le saisir dans ce tournoi-là. Et pourquoi ce n'est pas justement de le mettre au bout du banc sur un powerplay? De taper dans le dos de Kylian Motet, qui est quoi, le 3e meilleur buteur des Suisses dans notre championnat cette année, et l'année passée, qui a terminé l'un des meilleurs buteurs également. Tu lui donnes une petite tape dans le dos, tu lui dis, tu prends la place de Greg sur ce powerplay-là, puis là, Hoffmann va peut-être se poser des questions, va peut-être revenir un peu plus fort. Même chose pour sa place sur le premier trio. Pour moi, il y avait des changements de ligne à faire. Tu dois donner un bonbon aux joueurs qui performent. Tu dois donner des pénalités aux joueurs qui ne fonctionnent pas. Dans un tournoi aussi court, tu n'as pas le temps de dire « Ah, Hoffmann va finir par débloquer. » C'est Hoffmann. Il n'a pas débloqué, puis on voit le résultat. Surtout quand on voit le déroulement de ce tournoi, il y a vraiment ce sentiment que Pascal, il y avait quelque chose à jouer. La Slovaquie a été le coup de fraîcheur de ce tournoi par rapport aux équipes qui ont joué bien serré, cadré, parce que même la Russie s'y est mis à jouer défensif et à tenir un résultat quand il le fallait. La Suisse avait clairement sa carte à jouer. Oui, la Ligue donnait demi-finale comme objectif parce qu'on atteint l'écart quasiment maintenant de manière systématique. La place de la Suisse est aussi peut-être plus dans le top 8 mondial que dans le top 4 mondial. Mais sur ces JO, ça c'est mon sentiment, mais il y a mieux. Pourquoi on se contente de dire la place de la Suisse est dans le top 8 alors qu'on vante notre championnat? Est-ce que notre championnat est un championnat d'étrangers? C'est pour ça que la Ligue avait dit demi-finale, objectif, sans parler de médaille, mais de dire au moins demi-finale. Par rapport à notre championnat, on va prendre la réflexion d'Ismax, elle est très intéressante. La qualité de notre championnat et le fait de jouer des joueurs étrangers plus que des joueurs suisses, à mon avis, nos équipes peuvent s'offrir des apports de qualité. Je trouve que c'est une bonne réflexion et c'est effectivement un constat, c'est que quand vous regardez notamment les jeux de puissance, c'est beaucoup les joueurs étrangers. À part, une des exceptions, c'est Fribourg avec Kylian Motet qui est le meilleur compteur de son équipe en powerplay. Autrement, c'est très souvent les joueurs étrangers. Et, on va pas être trop négatif, on va prendre Ludovic qui nous dit Corvi très intéressant sur les petites patinoires beau sens de l'adaptation. Puis j'ai aussi envie de dire, pour le constat d'échec, finalement, quand ton meilleur compteur sur le tournoi, c'est ton vétéran de 38 ans, ça grince un peu les dents, quoi. Moi, j'ai une question, les gars. Le style de jeu, je ne sais pas si tu allé ailleurs, David, là, mais une dernière question sur la Suisse, peut-être. Le style de jeu qu'on voit de la Suisse,
Moi, j'ai trouvé presque plus combative l'équipe des M20 dans le seul match qu'ils ont joué contre la Russie cet hiver. J'ai trouvé plus intéressante à avoir joué que les hommes. Parce qu'au moins, on avait une équipe combative avec énormément moins de talent, mais au moins combative. Là, j'ai vu une équipe complètement à plat. Est-ce qu'un Luca Tchereda, est-ce que de prendre un coach de club, un coach qui a des équipes un peu plus combatives, axées sur la vitesse, sur l'échec avant dans un tournoi comme ça, n'aurait pas pu être quelque chose d'intéressant pour la Suisse? Est-ce que ça n'aurait pas pu donner une certaine chance à cette équipe-là d'utiliser les éléments de la bonne façon? Parce que sincèrement, je m'attendais à plus et on dirait qu'il n'y avait jamais cette petite étincelle des joueurs qui font « Bon, ben, go, on y va, go, on change la dynamique du match ». Ça n'arrivait pas. Ouais, mais c'est ce sentiment que tout le monde a ressenti, cette suffisance qu'on nous dit dans le chat aussi, cette façon de ne pas se faire mal qui ressort. Et puis c'est clair qu'on a envie de les pousser. C'est ce côté patriotique aussi qui nous dit, mais on a l'impression que le talent est là, que les capacités sont là, mais que on n'a pas envie de se faire mal. Alors, ce n'est pas exactement ce qui ressort, parce que ça m'étonnerait que la Suisse ait vraiment triché, mais certains joueurs, dans leur rôle mis par Patrick Fischer, ne s'y sont pas retrouvés et n'ont pas pu donner leur plein potentiel, ça c'est sûr. Si on revient peut-être au tournoi en général, on a reçu une question de Nicolas Puccio sur plusieurs niveaux. Pascal, qu'as-tu pensé du spectacle en général de ces JO? On en a déjà un petit peu parlé, mais on ne t'a pas entendu. Du vainqueur de la Finlande et des petites patinoires aussi. Tiens, tu peux nous faire un petit mix de tout ça? Alors, le niveau de jeu, bah écoute, la problématique, c'est qu'on s'attendait à avoir le feu d'artifice et puis on a eu juste la fumée de la mèche, puisque forcément, avec l'absence des joueurs de NHL, ça a perdu beaucoup de niveau. D'un autre côté, c'est aussi la tendance actuelle dans le hockey international de jouer beaucoup plus défensif, mais il n'y a pas que la Finlande. Je vous renvoie à l'interview de Laurent Meunier dans La Liberté du Jour et dans le Journal du Jura, où il répond un petit peu aux propos de René Fazel, mais ceux-ci, on les remettra peut-être après dans le contexte, où il dit la Suède et la Russie aussi sont avec des équipes défensives, donc il n'y a pas que la Finlande championne du monde. D'ailleurs, si vous prenez le match Finlande-Suisse, la Finlande n'a pas été ultra défensive, elle a été ultra offensive. Donc voilà, j'ai été par rapport au côté défensif, je pense qu'il faut regarder surtout que les gardiens ont été extrêmement bons dans ce tournoi olympique. Il y en a 9 qui ont plus de 93% d'arrêt, il y en a 5 qui ont plus de 96% d'arrêt, et au final j'ai fait la moyenne des tirs cadrés, alors sur les gardiens seulement, mais on arrive à 51 tirs cadrés en moyenne sur les 2 gardiens par match, contre 60 en National League, donc c'est pas une si grosse différence que ça. Après, pour les petites patinoires, je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation qui a été parfois un peu compliqué pour certaines équipes, notamment les joueurs qui n'ont jamais été confrontés aux patinoires un peu plus petites, que ce soit en Finlande ou en KHL ou en NHL, puisqu'on sait qu'en KHL, il y a des patinoires type nord-américaine. En Finlande, ils ont les 3 formats. Ils ont les 26 mètres de large, 28 mètres de large, 30 mètres de large, donc nord-américain, finlandais et international. Donc c'est des joueurs qui ont plus l'habitude aussi de ces formats-là. Après, le plus gros changement, je pense, c'est la rapidité de décision. Pour les gardiens, ça change un petit peu au niveau des angles, mais c'est surtout la rapidité de décision au niveau de la possession du puck avec cet espace en moins. Mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, ait eu la plus grosse influence sur le jeu proposé. Et est-ce qu'il faut continuer avec ce format-là? Je pense qu'à terme, ce serait pas mal d'avoir tout le monde qui joue sur la même surface de jeu, alors qu'on joue au hockey sur glace organisé depuis plus de 100 ans. Mais je crois que c'est pas la priorité du Tardif, c'était plus la priorité de René Fazel. Puis après, je sais plus quelle était la 3e question. Oh, il y en avait beaucoup. Tu vainqueur de la Finlande, toi, t'as pas entendu. On en a parlé un petit peu vainqueur au de la début. Finlande. Bon, là, malheureusement, je suis complètement en opposition avec Stéphane Rochette, parce que moi, le hockey finlandais me plaît beaucoup dans le style. Parce que l'école finlandaise, pas forcément le système de jeu finlandais, mais l'école de jeu finlandaise est très intéressante, puisque le développement commence toujours par le patinage au niveau du hockey. C'est vrai qu'on a toujours des très bons patineurs dans l'équipe de Finlande. Ensuite, il faut savoir que Jukka Jalonen, le coach, c'est quelqu'un qui est très intelligent au niveau du jeu. C'est pas pour rien que c'est l'entraîneur le plus titré de Finlande. Au niveau international, il est désormais double champion du monde, champion olympique, médaillé d'argent, médaillé de bronze olympique, médaillé de bronze mondial. Je crois que ça va aller au niveau du palmarès. Il a sa place au Hall of Fame de Tampere sans problème. Et la fédération était d'ailleurs allée le rechercher en 2018. Il avait fait une pause en 2013, il était retourné en club, et puis ensuite il est
Il est revenu pour ramener ce titre. Et voilà, c'est quelqu'un d'intelligent. Il regarde ce qui se passe ailleurs et il fait, euh, il fait quelque chose de bien avec la Finlande. Alors c'est clair que parfois c'est pas toujours très beau, mais il sait s'adapter aussi à l'adversaire. Il y a Lionel qui nous demande, avec ce qu'on a vu pendant ces Jeux olympiques, est-ce que ce ne serait pas le moment de changer nos surfaces de glace en Suisse et se mettre au format NHL? Quand tu regardes l'ensemble des équipes, la plupart des joueurs avaient déjà joué au Mondiaux M20 ou avaient déjà participé à des compétitions internationales. Dès que ces mondiaux-là ont lieu du côté de l'Amérique du Nord, États-Unis ou Canada, toujours sur des petites patinoires. La plupart des joueurs avaient une expérience nord-américaine, du moins dans l'équipe de Suisse. Il y en avait beaucoup. Ces gars-là ont tous déjà joué sur des petites patinoires. Oui, l'adaptation est là, mais je pense que l'adaptation n'est pas si difficile quand tu joues contre justement des équipes qui sont toutes sur des grandes patinoires ou presque, parce que même l'équipe canadienne, il y avait beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Évidemment, ils ont l'expérience de la petite patinoire, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que le HC Ajoie a fait. Le HC Ajoie rénove sa patinoire dimension suisse, dimension européenne, et patinoire d'entraînement dimension nord-américaine. Les équipes nationales, en sachant que, par exemple, cet été, ce sera du côté d'Edmonton, Red Deer, le mondial M20 qui revient, eh bien, pourquoi ne pas aller faire tous les entraînements sur des petites patinoires? Déjà habituer les jeunes à jouer sur des petites patinoires. Pour ceux qui ne jouent pas déjà en Amérique du Nord, ça ferait une grosse différence. Mais est-ce qu'on ne doit pas uniformiser ça, finalement? Oui, ça peut prendre du temps, mais est-ce que c'est pas des réformes en National League, ça prend toujours du temps, c'est toujours compliqué à passer. Donc, avant qu'on voit des petites patinoires... Ça, c'est le dossier. Il est arrivé sur le bureau de la Ligue. On en reparle dans quelques années. La problématique de la taille des patinoires, c'est que c'est pas à la SIHF ou à la National League de prendre cette décision. C'est très bien ce qu'a fait Ajoie. Je suis d'accord avec toi, Joe, d'avoir la possibilité d'avoir une glace d'entraînement format NHL. Ce qui est... ça, le dossier, il est sur le bureau de l'IHF. Et comme je l'ai dit avant, c'était le projet de René Fazel d'avoir toutes les compétitions internationales au format NHL. Mais Luc Tardif n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, il veut que les championnats du monde se déroulent sur des tailles internationales ou locales, même si on sait que la nouvelle patinoire à tempérer est en format 30 sur 60, enfin 60 sur 30, et que la Hartwall Arena, elle, est adaptable à la surface de jeu. Voilà, quoi. On a compris que ces Jeux Olympiques n'ont pas été le spectacle complètement fou, que les joueurs de NHL ont manqué à beaucoup de monde au final. Surtout aux États-Unis et au Canada. En particulier. Non, mais on critique... Non, mais il y a une chose intéressante. On critique beaucoup la Suisse, mais on peut critiquer le Canada aussi parce qu'il y a un des joueurs qui joue à Fribourg, Chris DiDomenico, là, qui est 3e meilleur marqueur du championnat ce matin et qui était sur le Taxi Squad. Donc, des décisions critiquables, il y en a dans toutes les nations aussi. Et le Canada, qui ont perdu en quart de finale, on peut les critiquer, les pointer du doigt aussi. Mais alors, peut-être pas en Slovaquie, par contre, Joe. Non. Et au Danemark. Je crois que ces deux nations-là sont très contentes des performances. Je ne suis pas sûr que Tony Rayala soit très content de ces Jeux Olympiques. Lui qui a été aligné qu'à une reprise dans la phase de groupe, puis qu'on n'a plus revu après, mais qui revient avec une médaille. Donc, après, c'est le côté sportif et personnel qui tourne. Mais voilà, c'est pour dire que ces Jeux Olympiques pour l'équipe de Suisse était raté, qu'on en attend plus. C'est une réaction maintenant au championnat du monde et nous, on va se recentrer sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire la National League et commencer le tour d'horizon des clubs romans avec Genève Servette. Genève qui reprend avec un match très important et ce déplacement demain à Davos. Les Aigles qui doivent aussi récupérer leur finaliste olympique. Je pense également à Tom Ernest qui fait partie de ces finalistes au sens large. Car dans cette lutte pour la 6e place, les Grenats auront besoin de prendre tout le monde et surtout devront prendre match après match. On sait que les Grenats prennent la route aujourd'hui pour Davos. Il y avait un secret espoir que les Finlandais puissent débarquer à Zurich dans l'après-midi depuis Helsinki, mais je ne suis pas sûr qu'ils auront tout le monde. Et finalement, la grande interrogation, ce sera la forme forcément de Filppula et de Vatanen, parce que les Finlandais sont assez bien réputés pour fêter les victoires. Et puis, surtout, le 3e gros point d'interrogation qu'on va avoir cette semaine, c'est dans quel état de forme est Gauthier Desclous, puisqu'on attend le portier fribourgeois devant la cage des Grenats dès demain. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'interrogations que tu soulèves, Pascal, pour un match de la si grande importance quand même pour Genève Servette, qui va quand même jouer à
grande partie de son avenir demain pour espérer encore avoir une chance des playoffs directs, hein, parce que pour l'instant, il y a quand même un écart assez important avec Davos qui a commencé à regagner des matchs avant la pause. Donc, on doit gagner ces confrontations directes. Et si tu nous dis que Filppula et Vatanen sont peut-être même pas encore changés et puis qu'ils sont encore en train de fêter l'or à juste titre parce que c'est le premier du pays et puis qu'ils avaient certainement des bonnes raisons de le faire, on va pas l'enlever. D'ailleurs, Vatanen l'a dit à Cyril Pache, hein, qu'il ne saura pas dans quel état il va être pour ce match. Pas de chance, en plus c'est en altitude à Davos, donc ça aide pas non plus, les jambes vont Ça être décide très pas très bien, lourdes. lui. Voilà, alors oui, c'est bien de partir avant pour le reste de l'équipe, mais Genève, là, doit vraiment être au rendez-vous. Et on sait que Genève s'appuie aussi beaucoup sur ses étrangers, et que quand vous en avez en tout cas 3 qui seront dans une fatigue plus grande que les autres, ça laisse un petit peu pensif. Ça joue contre Genève le fait de jouer mardi, de jouer demain. Évidemment, l'équipe aurait préféré jouer plus tard dans la semaine, pour toutes les raisons que vous venez de nommer. Gauthier Desclous, ça fait plusieurs matchs, plusieurs semaines qui manquent. Dans quel état il va être? Il a joué en match amical. Il a joué en match amical, mais quand même, là, c'est de retrouver le niveau de compétitivité du championnat, c'est de rentrer dans un match important, oui, mais je pense que il y aura un petit astérix à côté de ce match parce que oui, il est de grande importance, mais il ne faut pas nécessairement se fier sur la performance de Genève Servette. Et là, je ne veux pas enlever de la pression sur Genève Servette, mais il faut être réaliste. Cette équipe-là va, même si tous les joueurs sont là, tu recommences après 3 semaines de pause, même s'il y a eu les matchs amicaux, là, c'est quand même 3 semaines beaucoup plus relax. Tu recommences le championnat avec des gars, tes 4 étrangers, parce que là, tu n'as plus que 4 étrangers, tu n'as même pas un 5e, tu n'as même pas le luxe d'en avoir un qui est resté ici. Tes 4 étrangers étaient au JO, il y en a un qui a été éliminé en quart de finale, mais sinon les autres sont rendus aux médailles. Tu joues à Davos, donc en altitude. C'est pas le meilleur des scénarios, évidemment, pour Genève Servette. Mais c'est encore drôle. Ils nous ont prouvé quand même au cours des dernières semaines qu'ils étaient capables de gagner, même avec des absents. Mais 50%, un petit peu plus de 50% des buts de l'équipe a été marqué par les étrangers. C'est dire à quel point ils sont importants pour cette équipe-là. Donc, voyons voir demain. C'est moi qui fais le déplacement du côté de Davos. J'ai bien hâte de voir le début de match et surtout la suite du match parce que j'ai l'impression qu'en troisième période, peut-être que les gens vont être un peu plus lourdes qu'à l'habitude pour Genève. Mais après, Davos ont aussi des joueurs qui ont participé au JO. Pospisil d'ailleurs qui a gagné la médaille de bronze. J'ai hâte de voir les niveaux de jeu qu'on aura à la reprise entre ces deux équipes. Disons que je pense que tu l'as dit, si les deux clubs avaient pu jouer mercredi, peut-être, ça aurait toujours été 24 heures de gagner par rapport à... Tu prends par exemple Bienne ou je crois à Joie aussi, là, les premiers matchs sont vendredi. Là, tu as le temps de ramener tout le monde, de reprendre la forme. Le décalage horaire, c'est un énorme décalage horaire, là, la Chine. Faut pas oublier que le décalage horaire rentre. Tu vas pas nécessairement en altitude. Tu as le temps de préparer ton équipe. Ça, c'est agréable pour les autres formations, mais pour Genève et Davos, ça rentre rapidement dans les choses sérieuses. Reste, Pascal, que le match aura bien lieu et sera de la plus haute importance parce qu'il y a 7 points d'écart avec le même nombre de matchs entre les deux clubs, Davos et Genève. Toi, tu le sens comment, cette partie au niveau attitude romande, finalement, d'espérer un bon résultat là-haut? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a quand même eu des satisfactions sur le match disputé contre Bienne durant la pause olympique et gagné 4-3 là, par les Grenats. C'était la semaine passée, c'était jeudi. Après, je suis en train d'ouvrir pour voir un peu qui était aligné. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a le retour de Noah Rod aussi, qui va pouvoir amener cet aspect physique qui a tant manqué à l'équipe de Suisse. Voilà, puis il y a certainement aussi d'autres retours qui vont être intéressants pour Yann Cadieux. Maintenant, ce match-là, ce qui va être compliqué, c'est, comme le disait Joe, c'est l'altitude, c'est le décalage horaire, c'est le retour des étrangers. Alors, je pense que Winnick est rentré un petit peu plus tôt, mais Temernes a dû prendre l'avion peut-être samedi soir à Pékin. Ou dimanche matin, ou même en même temps que la Finlande, suivant quoi. On sait que les Finlandais passaient par Helsinki pour rentrer, puisqu'ils avaient de toute façon un rassemblement. Ils sont libérés à Helsinki.
Donc ça veut dire que les joueurs vont arriver cet après-midi, peut-être en Suisse. Ça va être dur, ça va être compliqué. Tu le disais, Joe, le troisième tiers va être difficile, mais à juste titre, ça va être compliqué aussi pour Davos. Et c'est peut-être là l'avantage pour l'une ou l'autre équipe, c'est celle qui commencera le mieux le match. Après, on sait que Alors, les matchs de reprise, Pascal, c'est jamais flamboyant, surtout après une si longue coupure de 3 semaines. après, il y a Quentin qui nous dit la croisée des clous à bord du stade de la Praille pour le match de foot. Il est impatient de reprendre la compétition, mais rien de sûr concernant sa présence devant le filet. Et puis il nous dit que Gauthier des Clous lui a dit que Noah Rod était à 100%. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Merci Quentin. Les derniers updates venant d'Evernay, merci Quentin. Voilà, à savoir que je pense que là, Cloton va pas être aussi généreux dans le prêt de ses gardiens en cas de besoin. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais reste que le reste de la semaine pour Genève, c'est à Fribourg vendredi contre Berne samedi. Donc là, on se focalise beaucoup sur le premier match qui est important parce que c'est une confrontation directe entre le 6 et le 7. Mais que l'entier de la semaine et cette reprise de Genève Servette, Jonathan, il faudrait être prêt. Il faudrait être prêt. On a travaillé pour ça avec Yann Cadieux, j'imagine. Mais Faudrait être prêt, mais je préfère presque recommencer avec des matchs avec enjeu, moi. Je sais pas, mais je suis coach de Genève ce matin, puis je préfère avoir une signification à mes premiers matchs de retour. Que, par exemple, un match contre Ajoie, Langnau, où est-ce que les gars vont peut-être sortir avec un peu un excès de confiance. Tu veux pas voir ça à un match de reprise. Tu veux pas avoir trop de déchets, déjà qu'il va y en avoir. Tu veux que les gars soient concentrés, qu'ils soient conscients de l'enjeu. Donc, pour le focus, c'est pas plus mal. Pour le focus, c'est mieux. Donc, peut-être que ça va aider la reprise de Genève Servette d'avoir Davos qui est juste devant au classement, donc une possible place pour les playoffs. Ensuite, Fribourg qui est leader, qui est le défi. Le gros défi, c'est Fribourg. Donc, tant mieux. Deuxième match, et là, tu vas avoir repris tout le monde. Tu vas avoir tout le monde va être un peu sur nos décalages horaires, sera en partie passé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, Berne, il y a quand même de l'enjeu contre Berne. C'est ça, mais on parle beaucoup des étrangers parce qu'ils font beaucoup de points dans la saison de Genève Servette, mais il y en a aussi des qui sont morts de faim depuis 3 semaines, d'enfin remettre des patins pour quelque chose qui va compter et quelque chose de très important, voire plus. Ouais, puis il y en a d'autres qui sont allés jouer en Swiss League, qui ont peut-être pris confiance en Swiss League, dans leur équipe. Donc, tu reviens avec de la confiance, des joueurs qui vont se prouver, des joueurs qui ont hâte de retrouver la glace. On peut être surpris qu'il y ait du positif dans cette semaine de Genève Servette. Écoute, moi, j'aime pas dire ce genre de choses, mais si j'étais Yann Cadieux, c'est-à-dire que pour moi, un match, tu ne peux pas dire, ok, celui-là, on va lever le pied, c'est pas grave si on le perd. Mais dans cette semaine, s'il y a un match que les Genevois peuvent perdre, c'est le match de vendredi à Fribourg. Oui, mais si s'incline contre Fribourg, il doit y avoir une façon de perdre. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que tu peux pas l'aborder comme ça. Mais c'est le match qui aura le moins d'importance pour leur classement. Parce que si tu perds contre Davos et puis que tu gagnes contre Fribourg, et puis tu as quand même perdu 3 points contre un adversaire direct. Et tu peux pas faire la même chose contre Berne. Non, entouré en rouge sur le calendrier de Yann Cadieux, match de demain. Après, il va nous dire, bien sûr, match de samedi match après match. Voilà. Et match après match, bien sûr. Ça, c'est le plus important. Bon, il y en a un qui n'a pas chômé pendant cette pause olympique, c'est le directeur sportif, Pascal. Il y a eu Winnick d'abord, au début des JO, qui a été annoncé comme prolongation. Miranda et Maurer, tout jusqu'en 2024. Voilà, un bon travail et une équipe qui commence vraiment à bien prendre forme pour la suite. C'est des bonnes nouvelles, mais en même temps, c'est pas celle que j'aurais attendue. Il doit quand même renforcer son équipe. Il a 4 joueurs étrangers sous contrat. Il a des gardiens qui n'offrent pas des garanties 100% au niveau de la forme physique. Donc, moi, j'aurais préféré avoir des annonces comme un gardien étranger ou un nouvel attaquant étranger, juste pour renforcer un petit peu l'équipe, plutôt que de prolonger. Mais voilà, je sais qu'au niveau de la communication à Genève, ça se bat aussi pour annoncer directement les signatures dès qu'elles sont faites, pour éviter que ça traîne et puis que ça sorte par des moyens détournés. Ça permet aussi de garder de l'actualité à ces moments-là et puis dire que le club existe toujours. Mais c'est vrai que voilà, c'est très bien.
Winnick, c'était Miranda, c'était très bien. Winnick, c'est un leader. C'est très bien qu'il incontournable. puisse continuer. Mais j'aurais préféré que Marc Gauchi nous annonce des nouveaux joueurs pour cette fin de saison. Pas oublier un certain Eric Fair aussi, qui après sa signature en KHL pourrait quand même revenir dans le giron de Genève Servette après la saison pour les playoffs. En fait, pourquoi il a préféré la KHL à Genève Servette, c'est qu'on lui d'ici les JO, là, on lui promettait des matchs. Un nombre de matchs X ou Y. Donc, ça, c'est ce que Genève Servette n'était pas capable de faire, évidemment, comme 5e étranger. Est-ce qu'on pourrait décider de le ramener pour les playoffs? On sait à quel point il a eu une importance capitale pour les playoffs. Reste à voir. Sinon, moi aussi, dans ces 3 semaines-là, j'aurais espéré avoir un nouvel étranger. Berne l'a fait, Bienne l'a fait aussi. Surtout avec le match de reprise comme ça, que tu n'es pas certain d'avoir tes 4 étrangers, et surtout pas 4 étrangers en pleine forme. C'est ça. J'aurais quand même aimé avoir un peu de renfort pour ce match-là et pour cette première semaine de reprise et pour le reste de la saison. On n'est pas à l'abri des blessures non plus du côté de Genève, et la date limite là, des transferts internationaux commence à approcher. C'est dans une semaine, c'est mardi 1er mars. Juste pour répondre à quelques questions dans le chat, Vladi qui nous demande si Charlin est toujours genevois la saison prochaine. Oui, même il jouera à Langnau en prêt. Pouliot, il y a Elodie, et puis je ne sais plus qui nous a posé la question, on n'a pas de nouvelles. Ça risque de tomber entre aujourd'hui et demain matin, de savoir s'il manque quelque chose. Et puis je suis assez d'accord avec Fabrice qui nous dit 3 matchs en une semaine, la qualité de jeu ne va pas être bon. Oh, on va se laisser surprendre en bien. On va se laisser surprendre. On va faire du teasing, les gars. C'est nous qui diffusons les matchs. Voilà, ça va être génial, Pascal. Ça va être génial. Mais bon, si on dit que ça va être génial, absolument, puis que voilà, on peut pas non plus. Il y a certaines choses qu'il faut être réaliste. Mais c'est encore drôle parce que 3 matchs en une semaine en même temps, c'est le premier match qui va être le plus difficile. Mais pour la suite, j'ai l'impression, on est en pleine saison, il y a de l'enjeu. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué durant les Olympiques. Il y a eu les matchs amicaux. On peut être surpris d'avoir un super niveau de jeu, mais Genève joue 3 matchs. On va parler maintenant, je pense qu'on va aller à l'autre bout du Léman parler de Lausanne. Avec plaisir, Jonathan. Parce que si on parle des 3 matchs de Genève, il faut également parler des 4 matchs du Lausanne HC. Une grosse semaine qui les attend. Ambry demain, Fribourg, encore Ambry le match retour, et Rapperswil, donc une semaine hyper importante, David, pour un Lausanne qui n'avait pas connu une dernière semaine facile avant la pause. Non, c'est vrai qu'avant la coupure, il y a eu la défaite lors du dernier match à Zurich, 5-1, qui a peut-être laissé un sentiment de frustration, parce que Lausanne n'avait pas été mauvais, mais était tombé sur un très bon Zurich, comme il l'est depuis Noël, et que Lausanne, là, recommence, mais par rapport à ce que vous disiez avant, messieurs, recommence avec des pots de banane sur sa route dans ce début de championnat. C'est pas des gros matchs contre des grosses équipes pour savoir où on se situe immédiatement. C'est des matchs que Lausanne va devoir gagner. Et la pression est différente, mais elle est tout autant grande finalement de jouer Ambry-Piotta directement. Ambry qui lutte encore pour espérer les pré-playoffs, c'est vraiment pas le genre de double confrontation qu'on a envie de perdre pour le coaching staff et les joueurs du Lausanne Hockey Club. Donc il faudra être performant rapidement et savoir où se situer. Le premier match contre Ambry est à la maison. Ça doit aider à essayer de repartir du bon patin. Mais Lausanne, là, va au-devant d'une semaine XXL. Ils ont des matchs de retard à rattraper, forcément. Leur calendrier de fin de saison sera grand. Et on a vu, même si ça ne signifie pas grand-chose, qu'en match amical, ils ont été plutôt convaincants. Durant la pause, ils ont fait un match notamment contre Lugano. 7 buteurs différents, Damien Ria qui fonctionne bien, cette ligne avec Fuchs et Sekac qui se doit d'être vraiment les leaders maintenant de cette reprise encore et de voir d'autres joueurs pousser derrière. Enfin voilà, moi c'est mon sentiment. Attention à la peau de banane pour le Lausanne Hockey Club dans cette reprise. Il y a de l'importance aussi, Pascal, pour les matchs de Lausanne parce que Lausanne est l'équipe qui a joué le moins de matchs, 39 matchs. 3 matchs en main sur Davos, sur Genève et sur Lugano qui les devancent au classement. Et en plus, tu sais que 2 de tes adversaires directs pour une éventuelle place en play-off, qui sont Davos et Genève, s'affrontent. Donc, si Lausanne fait une bonne semaine, on peut peut-être revenir jouer dans la course au play-off. Est-ce qu'on peut dire que Lausanne est supporter de Genève Servette ce soir, demain soir? Ça les aiderait. Ça les aiderait parce que la 6e place serait plus près s'ils gagnent contre Ambry.
Non, mais comme tu le disais, David, c'est tout à fait le match pour une banane. Et je vais rebondir sur ce que disait Ludovic dans le chat. L'avantage pour le Lausanne Hockey Club, c'est que les deux gardiens sont valides et ont de la compétition déjà avant les Jeux Olympiques. Et on va pouvoir compter sur Stéphane et Bolshauser cette semaine. Ça va être très important. La gestion des gardiens au niveau de John Foust et Christ Baluet va être très importante. Quel gardien on met à quel match? Là aussi, dans la liste qu'on a donnée des matchs que tu as donné, Joe, je dirais les deux matchs les plus importants, c'est les deux matchs contre Ambry. Que ce soit celui de demain à domicile ou celui de vendredi en Léventine. Et puis peut-être celui de samedi, celui contre Fribourg. C'est plus pour le prestige et puis montrer qu'on est dans le rythme. Tu donnes beaucoup de points à Fribourg dans tes propos. Oui, je donne beaucoup de points à Fribourg. Non, mais voilà, c'est la réalité. C'est le leader actuel. C'est pas une équipe qui est dans la course pour la 6e place. Rapperswil n'est plus dans la course pour la 6e place non plus. Hein. Ils ont 3 ou 4 points derrière Fribourg au niveau du classement. J'ai pas ça sous les yeux. 3 points. 3 points pour être exact derrière Fribourg, mais ils ont plus de matchs joués. Donc c'est moins important. Mais voilà. Il y a 2 matchs très importants cette semaine, comme pour Genève. Il va falloir les gérer comme il faut. Il va falloir bien gérer les gardiens. La même question que pour Genève. Dans quel état de forme va revenir le défenseur numéro 1 qui est Martin Gernat? Puisque lui, il aura aussi certainement fêté sa médaille de bronze olympique, puisqu'on sait que c'était la première médaille olympique pour la Slovaquie. Et il y a eu des grosses célébrations de la part des Slovaques après le match contre la Suède. On reste qu'eux, ils ont l'embarras du choix pour avoir plus d'étrangers à disposition et faire des choix pour l'entraîneur John Foust. Oui. Après, bien sûr que tu as envie d'aligner peut-être Gernat sur la feuille de match, mais en fonction de comment il rentre et son état de forme, tu peux peut-être faire un choix différent et te laisser plus vers l'offensive peut-être. On parle du fait qu'évidemment, physiquement, ça va peut-être être plus difficile pour lui, mais mentalement, pourquoi pas l'aligner, justement, profiter de cette espèce d'effervescence de médaille de bronze, de pleine confiance, quitte à réduire peut-être un tout petit peu son temps d'utilisation, mais moi, je le verrai en uniforme quand même. Après, reste à voir, mais l'importance du match contre Ambry, surtout que c'est à Lausanne, c'est pas Ambry, c'est pas un déplacement. T'es à la maison, lui, il va pouvoir faire sa sieste d'avant-match confortablement chez lui. T'as pas la route encore, tout ça, t'arrives, t'es tranquille à la Vaudoise Arena. Moi, je serais porté à l'utiliser, essayer justement d'utiliser cette effervescence parce que c'est le seul qui revient avec une médaille. J'ai hâte aussi de voir la forme de Christophe Berchi, qui n'a pas connu un grand tournoi olympique, mais en même temps qui était au centre du 4e trio. Ça ne l'a pas aidé non plus. De retrouver sa place donc à l'aile sur un des trios les plus offensifs de Lausanne, ça peut aider aussi. Je pense on est en droit d'attendre une bonne fin de saison de sa part. Mais les gars, moi, je suis content de recommencer à parler de course au play-off. Je suis content de recommencer à parler de quel match est important, tout ça. Ça fait 3 semaines qu'on était sur pause, qu'on a mis un peu de côté la National League. Depuis le début de la saison, on dirait qu'on a 6 équipes qualifiées déjà pour les playoffs. Genève qui revient. Là, tu as Lugano qui est encore un peu dans le portrait. Tu as Lausanne qui pourrait espérer quelque chose avec des matchs en main. Il y a une course aux playoffs qu'on ne voyait pas venir, qui se dessine, que j'espère que je dis pas ça et que dans une semaine, j'aurai tort. S'il te plaît. je nous souhaite vraiment que la semaine prochaine à Overtime, les gars, vous parlez encore d'une course aux playoffs parce qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui est hyper intéressant et tant mieux. Il y a des équipes qui espèrent monter. Et ça rend les matchs drôlement intéressants. Vous saviez la question qu'on s'était posée dans le dernier overtime encore normal avant la pause de février. Est-ce que la pause n'arrivait finalement pas au mauvais moment pour Lausanne qui était quand même sur 5 succès en 7 matchs, qui commençait à pas encore produire du grand hockey spectaculaire et tout, mais qui savait gagner ses matchs, des fois même au forceps et tout ça. Est-ce qu'on recommence avec des certitudes ou avec des doutes? Moi, je trouve c'est la question que nous pose Fabien au final. Pensez-vous que certains clubs puissent perdre leur dynamique positive d'avant la pause? 100%. Oui. Bien sûr. Moi, j'ai plus peur pour Fribourg après. J'ai plus peur pour Fribourg et Genève que pour Lausanne. Moi, je pense que Lausanne, justement, finir en plus sur... C'est quoi? C'est les 2 défaites, là? Une défaite. Ils avaient battu Ajoie et qui c'est qu'ils avaient battu encore Moi, avant? au contraire, Davos. je pense que Lausanne, même après le COVID, il y a eu une espèce de avant-après où est-ce que les joueurs se sont regroupés, où est-ce qu'on a senti l'équipe monter en puissance. Moi, j'ai l'impression que pour cette équipe-là qui se cherche depuis le début de la saison, ça pourrait être bénéfique pour Lausanne. Justement, d'avoir
en même temps, il n'y avait pas énormément de joueurs qui étaient au JO. Donc, ton noyau est à la maison, est resté à Lausanne. On gagne de brillante façon un match, évidemment, qui n'a pas d'importance, qui est le match amical contre Lugano, mais beaucoup de marqueurs. C'est quoi? C'est 7 marqueurs différents, 7 buteurs différents dans une victoire de 7-2. Donc là, tu t'amuses. Tu prends les choses un peu plus cool. Tu fais des sorties à la montagne, en famille. Tu profites un peu. Tu te vides un peu la tête sur tout le négatif qui a été dit depuis le début de la saison. Et là, tu reviens. Tu as le dernier stretch. Tu as des matchs en main. Il y a un enjeu. Parce que là, tu te dis, hey, le match en main, il faut qu'on le gagne parce qu'on va se rapprocher de la fameuse 6e place. On veut faire les playoffs. Moi, je trouve qu'elle pourrait être bénéfique. J'ai hâte de voir si j'aurai raison ou pas. Fabrice te dit, Lausanne, on verra s'ils se sont métamorphosés car il y avait du job. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ce match, vais le suivre. Lausanne-Ambry, ça promet parce qu'Ambry va essayer de mettre Berne sous pression aussi. Ça, c'est ce qu'on disait dans cette attitude. Hein. Ambry, parce qu'on parle des romans, mais c'est vrai qu'on parlait de Genève, Davos, Lausanne, Ambry, les matchs qu'il faut gagner. Mais c'est aussi le cas pour, on l'a dit pour Davos, mais c'est aussi le cas pour Ambry. Et ces 2 matchs contre Lausanne, si Ambry peut les gagner, c'est Berne qui va commencer à avoir les genoux qui tremblent. C'est pas faux. Mais Lausanne doit réussir son premier match contre Ambry pour bâtir dessus. Tu es à la maison. Tu as tes partisans qui vont être de retour. Il n'y a plus de mesures Covid. Il n'y a plus de masques. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de belle ambiance demain à la patinoire. Tes 10 premières minutes, tu dois sortir comme un lion. Oh là. Comme un lion de sa cage. C'est bon, on coupe. C'est bon, merci. Il l'a préparé, c'est pas possible autrement. Non, mais tu dois sortir comme un lion. Tu dois sortir très fort et tu dois... En fait, Lausanne a sa destinée entre les mains dans les 10 premières minutes. Pour moi, c'est comme ça que je vois ce match-là. Pascal, encore rajouter quelque chose ou on continue? Moi, je pense qu'on peut continuer parce que le temps avance et puis que on a déjà bien déblatéré sur les JO, sur Genève, sur Lausanne et puis qu'il reste encore des clubs et que je pense que les supporters des autres clubs commencent à être un petit peu impatients. Bah tiens, on va parler de Fribourg-Gotteron. Le leader qui veut repartir du bon patin, hein, puisque Fribourg-Gotteron faisait quasiment tout juste avant la pause, 4 victoires consécutives, des points engrangés, on résiste au retour de Zug, au retour de Zurich, on est toujours leader de ce championnat, des Fribourgeois qui ont un programme, on va dire, relevé, pimenté pour ce retour à la compétition. Ça sera contre Lausanne mercredi, encore à la maison contre Genève vendredi et à Langnau samedi, mais par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de cet épisode, on ne va pas se contredire. C'est des matchs importants contre des équipes où ils ont de l'enjeu. Et Fribourg veut aussi montrer qu'il n'a pas bâti durant ses 40 premiers matchs tout ça pour le laisser s'évaporer pendant ces 3 semaines de pause. Et qu'on connaît aussi l'état d'esprit de Christian Dubé et de tout ce qu'il a bien mis en place dans son système avec Fribourg-Gotteron depuis le début de la saison pour essayer de repartir du mieux possible. Parce que pour Fribourg-Gotteron, ces 10-12 derniers matchs qu'il reste à jouer doivent servir à bâtir ce que l'on va préparer ensuite pour les playoffs. Oui, puis c'est bien beau d'avoir une belle saison, mais je pense que de terminer premier serait important pour cette équipe-là aussi. On a été premier presque toute la saison. On joue une saison incroyable. On est en pleine confiance. Tout roule. On va toucher du bois. Là. Je ne sais pas s'il y a du bois dans... J'y toucherai tout à l'heure, mais on va toucher du bois pour Fribourg et leur souhaiter que ces 12 derniers matchs se passent bien et qu'on rentre en pleine confiance en play-off. La chose, par contre, je pense qui plaît à Christian Dubé, mais qui ne dira pas tout fort, c'est qu'il n'y a aucun de ses joueurs, à part Daniel Brodin, qui se sont rendus loin dans le tournoi olympique. Je me souviens très bien à l'entrevue, là, à la toute dernière soirée, c'est un studio que j'animais, toute dernière soirée de National League, et à l'entrevue, évidemment, il disait, bon, je suis content pour les joueurs qui vont aux Olympiques, c'est une belle expérience et tout, mais il disait avec un petit sourire en coin de « j'espère que tout le monde va revenir en santé, j'espère que tout le monde va être en forme en revenant ». Eh bien, bonne nouvelle pour lui, ils sont tous déjà de retour, sauf Brodin peut-être, il doit être de retour dans ces prochaines heures. Mais quand même... Christy Domenico qui allait faire un petit peu de tourisme dans la bulle parce qu'on pouvait certainement pas aller plus loin. Il est allé voir des compétitions. Peut-être le spa de l'hôtel. Mais bon, ça c'est peut-être le côté négatif parce que ce Taxi Squad, on n'en a pas vraiment parlé. Ouais. Mais
quel est l'intérêt aussi Je sais que certaines équipes n'ont pas envoyé leurs joueurs en Chine, les appelaient en fonction des besoins et de les faire venir. Mais a dit Domenico, oui, il n'a pas joué, oui, il ne s'est pas fatigué durant ce tournoi, mais comment il a pu aussi garder la forme dans une chambre d'hôtel restreinte et tout ça? Alors certainement qu'ils avaient un petit peu plus de possibilités, mais c'est quand même, Pascal, peut-être pas le meilleur moyen de préparer la fin de cette saison que d'avoir été dans ce rôle-là pour Chris. Après, on sait que du côté de Hockey Canada, et c'est pas Joe qui va me contredire, ouais, les structures sont extrêmement professionnelles. Il y a des préparateurs physiques pour l'équipe nationale, et je pense qu'ils avaient déjà prévu un programme pour le Taxi Squad, et c'est aussi ce qui a convaincu les joueurs de se déplacer de se déplacer en Chine, en sachant qu'il y aurait peut-être la possibilité d'aller patiner en dehors des heures d'entraînement, d'avoir des matériels pour faire de la force et de l'endurance dans la chambre. C'était pour ça le plus important. Après, pour revenir sur Fribourg de manière plus National League, ce qu'il faut que les Fribourgeois continuent à faire, c'est rester une équipe quasi invincible à domicile. Là, ils sont sur une série de je ne sais plus combien de victoires à domicile consécutives. Ils ont perdu que 3 matchs au total depuis le début de la saison. C'est là où il va falloir que les. Mais est-ce que quand tu as les mesures Covid qui s'enlèvent, Pascal, c'est pas Fribourg qui en est un des grands bénéficiaires avec son public aussi? Ils en étaient déjà, malgré les mesures, il y avait quand même du monde, il y avait quand même de l'ambiance. Mais il y avait moins de bruit que d'habitude, forcément. Il y avait moins de bruit, mais il n'y a pas eu, comme à Genève par exemple, ou à Lausanne, où les groupes d'Ultran sont tout simplement plus venus. Hein, on se rappelle de ce virage ouest avec le président Depreux à Lausanne qui essaye de mettre l'ambiance alors que la section n'est pas là. À Genève, on se souvient que les irréductibles renards ont décidé de faire grève parce qu'il y avait le retour du masque, interdiction de consommer et tout ça. Donc voilà, Fribourg a pu bénéficier du soutien de son public pendant les mesures Covid. Je pense qu'il y aura désormais, ça va être encore plus difficile de trouver des billets pour aller voir des matchs de Fribourg-Gotteron sur la suite. Et comme tu le disais, le match contre Lausanne demain, c'est l'occasion de mettre la machine en marche, de récupérer tout le monde, de voir peut-être au niveau du moral comment se sent Reto Berra, mais je pense que c'est un bon professionnel. Et que, les 3 buts encaissés contre la Finlande et être sorti par Patrick Fischer pendant le quart de finale contre la Finlande, il l'a déjà oublié dans le voyage de retour. Donc voilà, Fribourg a tout pour bien faire et Fribourg doit conserver cette dynamique qu'il avait avant la pause. Et c'est peut-être là, comme tu le disais, Joe, que l'équipe sera pénalisée. C'est que cette coupure est arrivée au mauvais moment pour les Dragons. Non, mais l'importance du 7e joueur à la BCF Arena. Et d'ailleurs, Pascal, lors du dernier overtime là, qu'on a fait avec celui avec Stéphane et Serge Pelletier, Serge le disait, quand tu es coach de Fribourg, d'être à la maison fait partie de ton plan de match. Les 10 premières minutes, tu dois sortir fort pour un peu que tout le monde se lève et que l'ambiance soit à son top. Et quand tu es dans le camp adverse, ça fait également partie de ton plan de match parce qu'il faut que tu calmes un peu la foule. Et d'ici la fin de la saison, j'espère vraiment que la BCF Arena va être remplie, sold out tous les matchs parce qu'ils ont une belle équipe. 10 victoires de suite, Pascal, si je ne me trompe pas. Là, la série de victoires à domicile, c'est 10 de suite. Il faudrait que je prenne le calendrier pour ça. Si je ne me trompe pas, c'est 10 de suite, parce qu'on en avait parlé justement dans le studio qu'on avait fait. C'est une patinoire qui est intimidante, un public intimidant. Et on recommence après cette pause à la maison mercredi contre Lausanne, qui sera dans une série de 2 matchs en 2 soirs. Donc, c'est tout à l'avantage de Fribourg de recommencer de cette façon-là. Peut-être pas, parce que si Lausanne s'est bien mis en jambes le jour d'avant contre Ambry, pourrait peut-être aussi en profiter pour être déjà plus dans le rythme que forcément Fribourg-Gotteron qui fera son match de reprise. Mais ça, on peut avoir les théories que l'on veut, on ne saura pas. Dupé ou c'est son président qui fait les transferts, nous dit Fabrice. Alors, le président à Fribourg-Gotteron a des envies, des souhaits, des idées de faire forcément revenir des joueurs fribourgeois. Il met peut-être un petit peu J'ai l'impression que je sais de qui tu parles. Qui Un Lausannois qui revient pour 7 ans. Voilà, mais il y en a d'autres à mon avis. Là, c'était la première pierre voulue par le président, mais forcément que le joueur peut aussi intéresser après Christian Dubé qui a forcément le dernier mot, mais après il doit aussi convaincre son directoire
de débourser l'argent nécessaire et tout ça. Donc c'est un tout. Mais c'est vrai que le président à Fribourg-Gotteron, et on l'apprécie beaucoup, mais il parle beaucoup dans les médias. Il dit beaucoup de choses et forcément que ça amène aussi un sentiment biaisé chez les supporters de se dire mais qui vraiment a le dernier mot? Je sais pas, Pascal, toi, ton sentiment? Ah, mon sentiment, c'est que Christian Dubé enfin, a le dernier mot. En tout cas, c'est lui qui a la signature sur le contrat. C'est lui qui signe le contrat avec le club. Je pense que maintenant, John Gobi a la co-signature. Mais c'est vrai qu'il doit convaincre le conseil d'administration et son CEO, donc John Gobi, pour pouvoir engager un joueur, que ce soit maintenant pour la fin de saison ou pour la saison prochaine. Moi, je vous pose une question, messieurs. Je veux vous entendre là-dessus. Quand on voit le classement de National League, est-ce que Fribourg doit absolument terminer premier? Parce que c'est ce que tu disais, Joe, avant, d'essayer de se garder l'avantage de la glace jusqu'en finale si Fribourg doit s'y rendre. Quand tu sais que tu vas hériter d'un tirage d'équipes comme peut-être Genève, Lugano, Lausanne, Berne, voire Davos, qui sortent des pré-playoffs. Est-ce que c'est pas bien de finalement voir ce qui se passe et que si ça se passe pas bien dans cette reprise, de terminer troisième, c'est pas du tout une saison régulière ratée? Ce serait pas raté. L'an dernier, ils ont terminé troisième et on les a vantés que c'était une saison réussie, tout ça. Mais par contre, je me dis, t'es troisième, t'affrontes le sixième, t'affrontes soit Davos ou Bienne, hein, selon comment va la saison, ou une des équipes qui a réussi à faire le stretch final puis remonter en play-off, donc qui est en pleine confiance. Je pense qu'en play-off, tu ne peux pas te permettre de choisir ou d'espérer un adversaire. D'espérer, oui, là, mais de le choisir, non. Je pense que d'avoir l'avantage de la patinoire, surtout par exemple, si on extrapole, mais on affronte Zurich, on affronte Zug en demi-finale ou même en finale, si jamais Fribourg se rend là, tu veux avoir l'avantage de la patinoire, tu veux profiter de la BCF Arena et pas arriver dans un... Bon, le Hallenstadion, c'est pas là qu'il y a le monstre ambiance. Oh, playoff un petit peu plus que d'habitude. Oui, j'espère. On va se le souhaiter. Je les ai jamais vécus là-bas, mais j'espère. Mais à la Bossard Arena, il y a quand même une belle ambiance. C'est une petite patinoire assez où les spectateurs sont près de la glace. Donc, tu veux pas donner à Zug, champion en titre, l'avantage de la patinoire si tu les affrontes en play-off. Mais Pascal, Fabrice nous rappelle que c'est jamais une bonne idée non plus de lever le pied et puis d'un peu calculer en fin de saison régulière. Non, mais cette semaine, Fribourg pourrait être un diesel et reprendre tranquillement, ce qui avantagerait Lausanne et Genève, comme ça je rends aussi les points dans la balance. Non, mais voilà, c'est vrai, il faut monter en puissance et sur les derniers matchs, il faut déjà avoir le rythme playoff, même si on est assuré d'avoir la première place ou la deuxième place ou la troisième place. Je pense qu'il ne faut pas se fixer un objectif de place. Pour Fribourg-Gotteron, il faut se fixer un objectif de forme. Ouais, la forme des playoffs, là, on doit jouer. De toute façon, moi, je pense que les 5 premières équipes doivent déjà être en mode playoff. C'est clair, c'est clair. Gaëtan Grossrieder nous dit Sorensen aurait signé 3 ans. J'imagine qu'à MySports, vous avez fait vos devoirs et vous connaissez jusqu'à la taille de sa coquille. Vous en pensez quoi? Merci Gaëtan, on va pas jusqu'à la taille de la coquille. Non, par contre. Pas nous en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce joueur qui tourne à 1 point par match en Suède actuellement, qui a goûté à la NHL, qui a connu une saison à 30 points, mais qui est beaucoup passé, qui a été beaucoup rétrogradé aussi en AHL. Pascal, toi peut-être spécialiste un petit peu plus des pays nordiques, c'est un profil quand même intéressant qui pourrait venir à remplacer soit Di Domenico, soit Brodin. Alors oui, on va déjà préciser que c'est pour l'année prochaine, hein. C'est pas pour la fin de saison, cette rumeur. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il tourne effectivement 1 point par match en SHL, ce qui est très bien, mais chez la Lanterne Rouge. Donc c'est bien beau, mais il amène pas en fait beaucoup à son équipe. Et puis, c'est pas un joueur qui est très discipliné. Quand je vois, il a 68 minutes de pénalité depuis le début de la saison, donc il coûte aussi à son équipe. Certes, il amène 1 point par match il récolte 1 point par match dans ses statistiques personnelles, mais il coûte à son équipe. Il est un peu plus sage dans les années précédentes où notamment, il a été élu jeune de l'année en 2014 quand il a eu la promotion avec Jörg Gordon. Après, en NHL, c'est toujours une question de timing, hein. Il faut être clair là-dessus. Il est peut-être pas arrivé au bon moment, au bon endroit. San Jose, c'est pas toujours évident pour s'imposer quand on est un jeune joueur. Il faut être très très bon pour percer dans l'alignement, parce qu'il y a pas mal de vétérans, et il était dans les années où il y avait encore beaucoup de vétérans à San José. À voir. C'est un profil différent de Brodin, quand même.
Oui, c'est un profil différent, mais moi, je le vois plus remplacer Brodin que Di Domenico. J'ai l'impression que Di Domenico va être extrêmement difficile à remplacer du côté de Fribourg. C'est un type de joueur qui est difficile à trouver et qui, surtout, là, va nous avoir laissé 2 saisons à Fribourg assez exceptionnelles. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus pour remplacer Brodin. C'est un joueur suédois. Oui, il a un profil un peu différent. Mais quand même, c'est quoi sa meilleure saison? C'est 30 points en 80 matchs avec les Sharks de San Jose en NHL. C'est un joueur qui est capable de marquer des points, d'obtenir son lot de points, qui a également joué des rôles de soutien en NHL, donc il est capable aussi d'avoir un rôle un peu différent dans l'alignement. Donc, à voir. À voir, mais pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Mais ça c'est l'avenir. C'est la saison prochaine. On voit que les clubs commencent à bouger aussi pour se renforcer dans cette fin de saison. Déjà, est-ce que Fribourg a pas tout intérêt aussi, Pascal, à prévenir, on va dire, ce qui pourrait arriver en fin de saison? Parce que pour l'instant, ils ont une bonne étoile, il y a peu de blessés et tout ça, mais on a longtemps parlé de poste clé, celui de gardien. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une doublure étrangère au cas où à disposition? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un renfort ailleurs? Peut-être qu'il est sur les mêmes comme Marc Gaucho au final. Non, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a manqué du côté de Fribourg-Gotteron, des annonces pour des renforts étrangers, pour arriver à 5 ou 6 étrangers, notamment sur le poste de gardien, parce que c'est vrai que en playoff, il va falloir être Berra dépendant. Je ne pense pas que Connor Hughes est prêt pour reprendre le flambeau en cas, mais après, c'est aussi le poste de gardien, c'est aussi la défense qui doit y participer. Et on a vu que la défense de Fribourg était assez solide pour permettre à son deuxième gardien d'aller remporter des matchs. Ouais, puis bon, si on doit cocher un nom en playoff, c'est Berra. Tant qu'il n'y a pas de blessure ou de quoi, que même s'il connaît un mauvais match, je sais pas, en match 3 des quarts de finale, tu remets Reto Berra juste derrière en match 4. T'es obligé. La question ne se pose même pas. Fribourg ira là où Berra les amènera. C'est aussi simple que ça. C'est poétique. Non, mais c'est la journée. C'est la journée de Jonathan. Jonathan, il est en forme. Hein. Je suis rentré tard hier. J'ai pas beaucoup dormi. Non, mais c'est vrai que Berra... Les équipes qui gagnent les championnats ont toujours des bons gardiens. Bon, il y a les licences B aussi qui peuvent arriver. On sait que les clubs respectent tant que les autres clubs ne sont pas éliminés, de ne pas faire les annonces trop vite. C'est Gaëtan Muller qui nous pose la question, donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Ça pourrait aussi être un gardien peut-être de Swiss League qui pourrait venir à Fribourg-Gotteron comme numéro 2 aux côtés de Connor Hughes. Bref, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. Pour compléter sur les licences B, à savoir que les licences B des joueurs suisses, elles ont dû être signalées au 15 février au niveau de la SIHF, puisque c'était la date de transfert pour les joueurs suisses. Et il y a encore justement jusqu'au 1er mars pour signaler ces licences étrangères. On va demander à Stéphane d'aller fouiller. Mais effectivement, comme tu le dis, les clubs ont tendance maintenant à beaucoup respecter. Avant, il y a une dizaine d'années, on annonçait toute la liste des licences B qui étaient activées, puis ça posait aussi quelques problèmes en Ligue B à l'époque où quand un club était éliminé, finalement les supporters avaient tendance à tomber sur les joueurs qui partaient pour un club de Liga parce qu'ils avaient la licence B. Finalement, ils étaient plus impliqués, mais ça c'est des choses que on entend toujours quand des équipes sont éliminées. C'est le cas notamment en NHL, quand un club est éliminé, c'est parce que le joueur européen il pense au championnat du monde et puis qu'il veut retourner, qu'il va aller défendre son pays. Et puis par rapport à Wolf, non. Non, c'est pas ça. Il faut le laisser à Ajoie. Il est sous contrat avec Ajoie. C'est pas une bonne idée. Et de toute façon, il pourra pas être transféré sur les playoffs pour jouer avec Fribourg, puisque les licences B ne sont que d'une ligue à l'autre, de la Swiss League à la National League. Et Wolf va jouer des matchs après le premier. Va jouer des matchs dès cette semaine avec Ajoie, donc il ne pourra pas aller jouer dans un autre club. Il ne pourra pas être transféré dans un autre club. Il y a Ludovic qui parle de la KHL là, pour un éventuel renfort étranger du côté de Fribourg. Tous les clubs en ce moment ont les yeux rivés sur la KHL parce que les joueurs à ce temps-ci de l'année sont tellement difficiles à trouver, alors que la KHL a mis fin à son championnat régulier en raison de la COVID pour éviter les reports de matchs et tout. Ils ont dit, nous, le championnat s'arrête là et on commence les playoffs
directement avec le classement qu'on a là, point par match et tout. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de joueurs, dont à Bienne, on a signé un joueur sorti directement de la KHL parce qu'il y a beaucoup d'équipes éliminées. Donc, ça fait des joueurs disponibles pour les playoffs à des prix qui sont moins hauts aussi parce que, évidemment, le ratio de la saison est presque terminée. Donc, tu payes les joueurs beaucoup moins longtemps. QB nous avait aussi dit qu'il n'avait pas de raison d'engager quelqu'un en janvier. S'il pouvait attendre jusqu'à la deadline pour faire venir quelqu'un, il avait d'ailleurs plutôt laissé la porte ouverte qu'il y aurait des renforts à Fribourg-Gotteron, mais que c'est toujours quelques sous d'économiser, de ne pas le faire venir pendant le mois de février de manière inutile finalement. Et même février, je veux dire, tu as 3 semaines de congé, tu payes un joueur pour 3 semaines alors qu'il ne joue pas. T'es mieux d'attendre vraiment la limite et c'est pourquoi on devrait avoir d'autres joueurs de la KHL pour les équipes là, qui cherchent des derniers étrangers. Il y a également la Liga finlandaise, où tu peux aller piocher puisqu'il n'y a pas de relégation en Liga finlandaise. Il y a 5 équipes qui ne font pas les playoffs. Il y a du choix. Il y a du choix. Pascal, tu vas garder la parole et tu vas être le premier à commencer à nous parler du HC Bienne. Oui, je crois qu'on l'a dit, pour le HC Bienne, c'est une semaine qui est finalement tranquille avec un seul match. C'est pas forcément un cadeau d'avoir un seul match, mais les Zélandais commenceront vendredi avec le derby contre Ajoie. Ce calendrier va leur permettre surtout de rapatrier tout le monde, notamment Tony Rayala, même s'il n'a pas beaucoup joué, tu l'as dit David, durant les Jeux, mais avec le décalage horaire, il va pouvoir se poser. Tout le monde va pouvoir reprendre son rythme, reprendre ses repères à la Tissot Arena. Maintenant, les Zélandais ils ne doivent pas manquer leur retour au jeu face à Ajoie, déjà pour une question de fierté locale, mais surtout parce qu'on se souvient, ils sont restés sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Les 3 premières de ces 4 défaites avaient été lors des temps supplémentaires, donc il y avait quand même des points qui avaient été engrangés, mais il y a quand même une 5e place à conserver, voire aller titiller les EDC Lions pour l'avantage de la glace à la 4e place. Mais moi, j'avais pas aimé le non-verbal de l'entrevue de Gaétan Haas à la fin du match contre Fribourg, le tout dernier avant la pause. Il était venu à l'entrevue, j'avais l'impression de voir un gars qui jouait à Ajoie. Complètement démoralisé, déçu, frustré. Alors que oui, tu as 4 défaites en 5 matchs, mais justement, 3 matchs qui ont été perdus en temps supplémentaire. Mais j'ai l'impression là que peut-être qu'on sentait qu'on avait perdu un peu le momentum qu'on avait au début de la saison. Et c'est là où, à Bienne, on doit se mettre en mode playoff maintenant. On doit recommencer à aligner les victoires de suite, regagner confiance, parce que j'ai l'impression que cette équipe-là, même si elle va bien, que l'ambiance est bonne dans le vestiaire et tout, c'est peut-être une question de confiance les 5 derniers matchs. On n'a pas vu partir Von Pottelberg aux Jeux Olympiques. Von Pottelberg était déçu de ça. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que Martin Steinegger, Antti Termennen et le coaching staff l'ont vu d'un mauvais œil. On n'a pas eu énormément de joueurs concernés non plus. On a pu soigner des bobos. Est-ce que pour Bienne, ce n'était pas la bonne nouvelle qu'on ait 3 semaines de pause pour se recentrer, se vider la tête, comme tu disais avant, et repartir sur le bon patin de cette manière? On a signé Mick Indrasis. Pascal, la prononciation? Alors, normalement, ça doit être Indrashis, puisqu'il y a un circonflexe retourné sur le premier S. J'étais sûr. J'aime bien le titiller comme ça, parce que on a certaines références chez nous, Pascal. Danny Génia s'est bien moqué de moi, parce que j'avais de la peine avec Andrei Svechnikov. T'as toujours de la peine, je te le promets. Oui. Ça, c'est pour travailler l'ascenseur. Non, mais voilà, on s'est donné les moyens de se renforcer. On a signé un gros, beau bonhomme avec de l'expérience internationale qui était au JO. Il a marqué un but. Il joue en KHL depuis un bon petit moment. Capable de 30 à 42 points dans le championnat russe. C'est pas rien non plus. Hein. Donc, on se donne le moyen aussi d'avoir le choix à Bienne, Jonathan, parce qu'il y a certains peut-être qui déçoivent. On sait que Korpikoski a été blessé, mais il est revenu. C'est quand même compliqué. Que Salinen montre de belles choses, mais pourrait très bien aussi peut-être être dans un tournus, s'intégrer et tout ça. De donner une carte supplémentaire au coach, surtout quand on voit le profil le recruter, je pense que Bienne en avait besoin. On peut jouer à 5 étrangers depuis le début de la saison du côté de Bienne. Il faut utiliser cet avantage. Indrasis, dites-le comme vous voulez. Indrasis, moi je pense que c'est un bon ajout. Un étranger solide qui a de l'expérience.
Beaucoup d'expérience du côté de la KHL. Je l'ai vu jouer également. Bon, il ne jouait pas avec les meilleurs clubs de KHL. Là, il a joué longtemps à Riga, qui est le club laiton de KHL. C'est un club qui finissait souvent hors des playoffs, mais il était quand même l'un des bons joueurs de cette équipe. Il a été capitaine une ou deux saisons, oui, donc ça montre aussi le leadership. Il y a du leadership. Et bon, moi, j'étais... Depuis le début de la saison, je trouvais bonne l'idée du HC Bienne d'attendre avant de signer ce fameux 5e étranger, parce que de 1, tu vas le payer moins cher. De 2, tu peux analyser ton équipe sur tes besoins. Oui, le besoin en attaque était réel, mais on s'est trompé. J'ai l'impression qu'avec Korpikoski, on a signé un CV plus qu'un joueur encore capable de faire le job, parce qu'évidemment, avec ses années de NHL, avec son parcours en Finlande et tout ça, il était intéressant, mais... Avec sa blessure, il y avait un gros point d'interrogation. Il y avait un gros point d'interrogation. On a décidé, on a joué avec ça. On a décidé d'y aller le tout pour le tout dans son cas. Moi, je préfère grandement la signature d'Indrasis, qui a été libre parce que son équipe n'a pas fait les playoffs en KHL. J'ai bien hâte de le voir évoluer dans notre championnat et j'espère qu'il y restera. C'est un joueur que j'avais bien aimé voir du côté de la KHL. J'ai hâte de voir maintenant dans notre championnat si ce sera la même chose. Et toi, Pascal, t'en penses quoi de ce joueur laiton? Comme ça, j'arrête de le prononcer. Mais écoute, je pense que Mix Indrashis est un très bon joueur pour le championnat suisse. Et il a prouvé non seulement avec la KHL, comme tu le dis, Jonathan, il a été très bon avec Riga, notamment un petit peu moins là, avec Podolsk et avec Vladivostok, parce qu'il avait peut-être un rôle légèrement différent. Là, il faudrait aller fouiner un petit peu plus pour voir quel était l'alignement sur lequel il était proposé. Mais avec la Lettonie, il a aussi été très bon chaque année au championnat du monde, et je pense qu'il a profité de ses connaissances dans l'équipe lettonne, du côté de Ronald Skenins, il y a quelques connexions qui sont vite faites. De Denis Smirnov, de poser des questions sur les joueurs qui étaient sur qu'est-ce qu'ils pourraient apporter au niveau de la National League. Et je pense que là, c'est une très belle pioche qui a été cherchée Martin Steininger. Moi, je pense qu'on devrait le voir au jeu dès vendredi, parce qu'avec l'ajout d'un nouvel étranger dans ton contingent, tu dois tout de suite lui donner du temps de jeu pour lui permettre de s'habituer au nouveau système, à ses nouveaux coéquipiers, et puis à prendre la température de ce championnat avant les playoffs, puisque Bienne en fera partie. C'est vrai, Jonathan, tu disais maintenant, quel est le but de Bienne dans cette saison? C'est de terminer le mieux possible. Il y a 4 points de retard sur Zurich avec un match de moins. Si on regarde le classement, il faut se méfier de Davos, voir depuis derrière si ça remonte fort, mais je pense que Bienne est quand même bien placé. À 75% d'être sûr dans le top 6. Après, maintenant, repartir de bon patin, parce que c'est vrai que ces derniers matchs ont laissé beaucoup de frustration. Je crois que c'est aussi ce qu'on ressentait dans le langage de Gaëtan Haas et d'autres joueurs, et peut-être de la fatigue mentale, parce que Bienne a beaucoup joué aussi avant la pause, et que ce break maintenant doit leur permettre peut-être de revenir à ce visage quand même très plaisant que l'on a pu revoir du HC Bienne sous la patte et sous l'emprise de Antti Törmänen. Ouais, exactement. Pour Bienne, moi, je suis le HC Bienne aujourd'hui. Je suis l'entraîneur du HC Bienne. Je ne parle même pas d'avantage à patinoire. Je ne parle même pas des playoffs. Je ne parle même pas de rien de tout ça. Les playoffs sont quasi joués. On a probablement une place en playoffs. L'avantage à patinoire, je suis le HC Bienne. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux simplement que l'équipe rentre avec beaucoup de confiance, qu'on retrouve la confiance qu'on avait au début de saison. Et pour Indrasis, il est déjà probablement à Bienne, parce que son tournoi olympique a été de courte durée quand même. Il est sûrement déjà à Bienne, s'entraîne déjà avec l'équipe. Vendredi, il doit être là. Il doit jouer les 10 derniers matchs de la saison pour rentrer au sommet de sa... Pas de sa forme, parce qu'évidemment, il a joué une saison en KHL, mais au sommet de sa connaissance du jeu. Il doit retrouver sa suisse. confiance, parce que Pascal le disait, il a quand même pas fait une grande saison jusque-là en KHL, en fonction du rôle qui lui était attribué, mais à Bienne, on peut clairement s'imaginer qu'il aura beaucoup plus de lumière sur lui, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'allant offensif. Ouais. Et là, tu vas avoir 2 très solides premiers trios, et même un très bon troisième trio, et le 4e bloc fonctionne bien aussi. Donc. Le 3e, tu le touches pas, c'est les Zurichois, et tu peux mélanger les 2 premiers, et puis regarder en fonction de tout ça. Fabrice nous dit, Gaëtan Haas va-t-il se réveiller, Pascal? Tiens, c'est la question tordue de ce live. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Écoute, moi j'espère. Après, il faut voir à quel point est-ce qu'il va se réveiller pour marquer des buts.
Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait tous. Il a un apport offensif qu'on peut quantifier avec les stats avancées. C'est ce qu'avait fait Grégory Beau dans un article d'analyse sur le Blick, où il avait sorti avec le Corsi notamment, où on voyait qu'il apportait beaucoup au niveau du jeu offensif. Maintenant, par rapport à l'interview, je pense qu'il y avait de la frustration, c'était après un match contre Fribourg, il me semble. Ouais. Et ça fait depuis octobre que Bienne n'a pas battu une des équipes du top 5. Donc forcément, là, ce côté-là, cette frustration. Mais ce que j'espère pour lui, c'est que l'air pollué de Pékin lui aura permis de se changer les idées, simplement de se retrouver dans un autre cadre avec une autre voie, d'autres coéquipiers. Moi, je dois vous dire que... Fini, Pascal, vas-y. Que justement, ça lui a permis de se débrancher de la National League, de se concentrer sur autre chose et puis de revenir avec un cerveau un peu plus frais. Si l'équipe de Suisse n'a pas fait un bon tournoi aux Jeux Olympiques, moi j'ai encore bien aimé l'attitude de Gaëtan Haas dans ce tournoi parce que, oui, responsable lors du match contre la Finlande d'un but qu'il peut avoir sur la conscience et tout ça, mais il avait un allant offensif et une envie que certains autres joueurs suisses n'ont peut-être pas démontré. Il n'a pas eu une énorme récompense au niveau statistique, mais ce tournoi doit aussi l'aider peut-être à grandir, d'avoir été dans cet environnement, d'avoir pu faire ses JO. On sait que même s'ils étaient spéciaux, pour un joueur, ça compte énormément. Et de revenir, comme tu le dis Pascal, avec je sais pas, des poumons remplis peut-être de la pollution pékinoise et tout ça, mais avec l'envie de repartir vraiment du... Moi, tu vois, dans le tournoi olympique, je ne l'ai pas trouvé mauvais, Gaëtan Haas, mais je ne l'ai pas trouvé décisif. J'ai pas trouvé... C'était quand même un joueur qui, l'année passée, et dans les 2 dernières saisons, jouait en NHL. J'aurais aimé le voir dominer ou du moins être décisif pour l'équipe de Suisse. Je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai vu un bon joueur, oui, qui a fait des erreurs, oui, qui était bien entouré. Mais par exemple, il y a eu le dernier shoot en tir de barrage contre la Tchéquie là, dans le match, le deuxième match de la Suisse. Et il va d'une petite feinte, un peu une feinte highlights. Là. Tout le monde l'aurait montré s'il avait marqué, mais alors que ça fait 4 joueurs qui font des feintes avant. Je ne veux pas revenir sur ce match-là, mais j'aurais aimé voir le leadership d'y aller avec un tir. Le gardien reculait beaucoup, de lire un peu tout ça. Je ne l'ai pas trouvé décisif. Et cette saison avec Bienne, il n'est pas décisif non plus. Il joue bien, il joue pas du mauvais hockey. Il est bon sur les engagements. Oui, il crée offensivement, mais j'aimerais le voir un peu plus décisif. Un peu plus décisif, pas nécessairement que dans les buts, mais de jouer toujours, de faire partie de l'histoire du match. Il est revenu à Bienne pour ça aussi. Alors, on ne peut pas imaginer et comprendre peut-être combien de temps il faut à un joueur, des fois, après 2 ans, quand même compliqué en NHL, de se remettre dans le bon sens de la marche. Mais il joue quand même aux côtés de Rayala. En principe, ça vous aide. Rayala fait une bonne saison. Gaëtan Haas fait beaucoup de passes, mais n'a pas cette finition, cette réussite qui va avec lui pour l'instant. Non. Voyons voir s'il la retrouvera d'ici les playoffs. Mais en effet, Bienne doit commencer à battre, tu l'as dit Pascal, n'a pas battu une équipe du top 5 depuis très longtemps. Là. On doit commencer à gagner ces matchs importants-là, justement pour se donner de la confiance pour les playoffs. Gagner son seul match de la semaine, déjà, contre Ajoie. Oui. Ça, c'est déjà... Ça, c'est un vrai piège, Ajoie, parce que, bon... Ça sera peut-être plus le même Ajoie. On va en parler d'ici quelques minutes, mais c'est... On doit sortir fort. On doit battre Ajoie, sans doute, là, pour... Il y a Ludovic qui nous dit « Haas comme Hoffmann vivent le contre-coup du retour en Suisse après l'expérience NHL. Ils sont actuellement en dessous de leur standard, mais les joueurs ont le potentiel pour rapidement réussir à revenir plus fort. » Azug Hoffmann a quand même marqué pas mal de buts. Haas, je crois qu'il a 8 buts sur la saison. Mais oui, mais bon, Hoffmann a aussi marqué contre Langnau, a aussi marqué contre les équipes... Ouais, il a surtout marqué contre Langnau et Ajoie. Voilà. Mais tu vois, moi, les contre-coups du retour de la NHL, je pensais que pendant les Jeux olympiques, ça allait aider ces 2 joueurs-là et pas le contraire. De revenir sur ses patinoires. De revenir sur ses patinoires avec leur vitesse et tout, en sachant justement comment bien utiliser cette grandeur de patinoire. J'aurais pensé au contraire que ça les aurait aidés, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, début de reprise de championnat pour le HC Bienne vendredi à la maison contre Ajoie, seul match de cette semaine. Et puisqu'on a cité Ajoie, c'est le dernier club à passer en revue. On y arrive.
Les Ajoulots qui ont connu quand même une pause olympique sans aucun joueur envoyé à Pékin, même mouvementé. Gary Sheehan, Vincent Leschon ne sont plus à la barre du HC Ajoie. Julien Vauclair est l'entraîneur à d'intérim. Il n'y a pas de nouvelles d'un nouvel entraîneur qui pourrait coacher vendredi. Ça peut encore bouger d'ici là. On sait que le nouveau directeur sportif Julien Vauclair se donne le temps de faire le bon choix. Il n'exclut pas d'ailleurs dans le quotidien jurassien aujourd'hui de se laisser à la barre jusqu'à la fin de la saison s'il venait à ne pas trouver la bonne personne. Il a essuyé quelques refus, forcément, ça doit coincer au niveau financier, de discuter. Est-ce que l'on fait venir un entraîneur pour la fin de saison uniquement? Est-ce que l'on prépare aussi pour la saison prochaine et on lui donne déjà les clés de la maison? Est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce qu'on a peut-être voulu faire venir Serge Pelletier, mais que avec l'argent proposé, c'était peut-être un petit peu compliqué? On parle de Yorick Trey, sur lequel Julien Vauclair ne dit pas non, que des contacts ont été faits, notamment quand aussi Julien Vauclair a été avec l'équipe de France pour donner un coup de main. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, mais le HC Ajoie, je crois, va essayer de repartir et de montrer peut-être que ces joueurs qui se sont plaints de ce coach qui leur a apporté tant ces dernières années, peuvent avoir peut-être ce choc psychologique à retardement. 2 matchs amicaux, 2 victoires, juste ça. Messieurs, ça fait du bien à la tête déjà de gagner, même si c'est un match amical. On a battu Bienne, on a battu Berne. Alors oui, avec des effectifs remaniés et tout ça, mais on a marqué des buts. On a vu des étrangers qui reviennent sur le chemin et on veut, Pascal, effacer ces 18 revers consécutifs le plus rapidement possible. Oui, bah, pour revenir sur le choix de l'entraîneur, je vois 2 propositions de Vladi et de Fabrice qui nous disent qu'il va nous faire une Dupé. Je pense que Non. c'est pas une bonne idée. Comme tu le disais, pour moi, il faut engager l'entraîneur maintenant, mais c'est celui qui sera là à la barre la saison prochaine. Mais il va peut-être le faire à d'intérim parce que pour des aspects financiers et peut-être pour être sûr d'avoir le bon choix. Mais il va pas rester. Il va peut-être aimer son passage là, mais je pense qu'il est vraiment mieux clairement défini dans son rôle de directeur sportif. Il y a quand même pas mal de joueurs qui vont rester sous contrat l'année prochaine, qui sont déjà à Joie. Donc ce serait bien d'amener déjà cette nouvelle voix dans le vestiaire, ce nouvel entraîneur pour les avoir sur la durée, pour pouvoir les évaluer. Parce que si on prend Yorick Trey, alors oui, il a un œil toujours attentif sur le championnat de Suisse. Il faut dire qu'un de ses collègues, c'est René Matt, entraîneur assistant de l'équipe de France et d'Ambry, donc il est en contact avec lui. Il regarde aussi ce que font les joueurs français qui sont dans le championnat de Suisse, donc il sait ce qui se passe, d'autant plus qu'il y a Lou Bogdanov à Ajoie, qui est joueur de l'équipe de France. Voilà, ce serait bien que, pour moi, l'entraîneur arrive le plus vite possible, et encore cette semaine. Maintenant, il y a toujours ce problème financier, mais je pense que si on est capable de virer un entraîneur, c'est qu'on est capable derrière d'assumer l'engagement d'un nouvel entraîneur. D'autant plus que Gary et Vincent vont être payés encore quelques saisons, puisqu'ils avaient prolongé leur contrat. Oui, les victoires de prestige, elles sont bien pour la tête. C'était important pour les Ajoulots de jouer sans pression, de jouer des matchs où l'adversaire peut-être aussi était sans pression. Ça va être un petit peu plus compliqué contre Bienne déjà vendredi, puisqu'il va falloir que Bienne, on l'a dit, relance la machine, se remettre sur le chemin de la victoire. Après, il y a eu d'autres bonnes nouvelles durant cette pause. Il n'y a pas eu que le départ de Gary et de Vincent. Il y a eu la prolongation notamment de Willy Hubert, qui est une bonne nouvelle aussi de ce côté-là, puisqu'on mise quand même sur des joueurs de stabilité. Après, c'est clair, voilà, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir engager l'entraîneur. De ce que j'ai entendu de nos contacts sur place, c'était plus un problème administratif pour l'instant pour une arrivée de Yorick Trey le plus vite possible. On est dans une saison où là, plus rien, il n'y a plus rien qui veut dire quoi que ce soit pour lâcher à joie. On bâtit pour l'année prochaine. Aussi bien être patient, aller chercher pour Julien Vauclair exactement le coach qu'il veut pour faire passer le message qu'il veut, que cette équipe ressemble à exactement ce qu'il veut, que de se précipiter, prendre un coach par intérim. Julien Vauclair ne sera vraisemblablement pas le coach l'an prochain de cette équipe-là, mais déjà, il y a une différence marquée de certaines choses, de certaines habitudes dans les matchs
hors concours qu'on a eu pendant la pause versus l'ère Gary Sheehan. Julien Vauclair ne doit rien à personne dans cette équipe, à aucun joueur, n'a pas les liens que Sheehan avait avec certains joueurs. Et déjà, j'ai su que Vauclair, pendant le premier match préparatoire amical qu'ils ont joué, a passé un commentaire à DeVos sur son temps de jeu. Les joueurs au banc étaient très contents d'entendre ce commentaire parce que, à un moment donné, ça fait partie des mauvaises habitudes, entre guillemets, qui restaient de la Swiss League, qu'on doit maintenant arriver en National League, qu'on doit un peu tous embarquer dans le même bateau et ramer du même sens. Et je sais que ça fait plaisir à bien des joueurs d'entendre Vauclair déjà parler à DeVos de cette façon-là. Et c'est pas DeVos nécessairement, je veux pas pointer lui du doigt, non, mais c'est cet exemple de mauvaise habitude. Il y a ceux qui peuvent être contents du changement d'entraîneur parce qu'ils l'ont peut-être réclamé quand Julien Vauclair est arrivé, qu'ils ont fait des entretiens et tout ça. C'est pas Julien qui est venu sur le sujet, c'est vraiment les joueurs qui en avaient gros sur le cœur. Et il y a ceux qui seront peut-être péjorés parce qu'ils avaient leurs habitudes, ils avaient leur temps de jeu, ils avaient leurs responsabilités. On cible pas vraiment que DeVos comme tu le dis, mais oui, il avait un temps de jeu, il voulait tout le temps être sur la glace. Peut-être qu'il a joué aussi avec sa cheville blessée, pas à 100%, alors qu'on aurait peut-être pu faire un tournus et tout ça. Ça va redistribuer des cartes. C'est pas plus mal finalement dans un vestiaire quand le nouvel arrivé a une autre vision, un autre rapport. On vous invite à écouter le dernier Overtime quand on a parlé et donné le sentiment chacun du licenciement du duo Sheehan-Leshen. On doit partir de l'avant et devenir une véritable équipe de National League. C'est pas que Gary et Vincent n'y sont pas arrivés, mais avec ce qu'ils avaient entre les mains, c'était difficile de faire mieux avec les blessures et tout ça, mais maintenant, on doit se projeter dans la prochaine saison. On doit la préparer maintenant avec quelques succès et redistribuer des cartes, modifier les lignes et tout ça. Et avoir un été solide avec des renforts. Parce que oui, c'est bien de signer Thomas Thierry et Gillian Colère. Ça vous fait donner un petit step supplémentaire, mais il faudra besoin de plus. Encore plus. Et là, il va falloir continuer de travailler. C'est pour ça que c'est pour ça aussi que moi, j'aimerais que Julien Vauclair soit plutôt directeur sportif qu'entraîneur. À plein temps. Qui se concentre sur son job de finir de construire cette équipe pour l'année prochaine, d'aller notamment au niveau des étrangers, puisque ils en ont 4 à disposition. De vos saisons sont sous contrat. Non, 4, ils en ont. Il y a le Duc. Pour l'année prochaine. Il y a le Duc et le Duc a prolongé. Et Asselin. Oui, c'est juste. Mais aller chercher un 5e pour avoir cette concurrence, pour pouvoir aussi mettre la pression sur ses leaders. Non, mais l'ambiance dans le vestiaire, l'ambiance sur la patinoire ne peut qu'être meilleure pour le HC Ajoie. La grande majorité des joueurs ont demandé à Julien Vauclair un changement d'entraîneur. Il y a des oui-dire que j'ai entendu que le match du centenaire, qu'Ajoie a presque gagné, j'ai entendu dire à Lausanne, donc. À Lausanne, que si c'était pas que Gary Sheehan était derrière le banc, probablement qu'ils auraient gagné parce que les gars ne se sacrifiaient plus pour bloquer des pucks. Il y avait une espèce de laisser-aller qui empêchait ce club d'avancer. Ils n'ont plus les défaites s'accumulaient, plus tout devenait difficile. Tout devenait difficile et on avait toute l'équipe avait pointé du doigt Gary Sheehan, Vincent Leshen. Ils ne sont plus là. Maintenant, si ça ne marche pas, ils n'ont que eux à blâmer. Il n'y a plus personne d'autre à blâmer. Donc, j'espère pour cette équipe que maintenant, la confiance va être là, que la bonne attitude va être là, que les victoires vont arriver, vont finir par arriver, que cette série noire va se terminer le plus rapidement possible. Mais là, c'est dans les mains des joueurs. Mais très hâte de voir ce premier match d'Ajoie sous Julien Vauclair. On nous demande si virer Sheehan-Leshen était une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour eux. De virer ça, mais pour l'équipe, pour les joueurs, oui. Je pense que on va avoir un changement d'état d'esprit de beaucoup de joueurs qui tiraient leur spleen et qui avaient l'air d'avoir 2 pianos et 3 frigos sur le dos, tellement ils étaient plus motivés et peut-être décevants dans leur attitude. Je rajouterais par rapport à ça que c'est même intervenu un peu trop tard pour le HC Ajoie. On est dans l'apprentissage cette National League. Mais c'est l'apprentissage, oui. Déjà avec Julien Vauclair, on l'a dit, Pascal. Il y avait aussi l'avantage d'avoir cette pause de 3 semaines qui permet aussi de dire bon, ok, les gars, vous avez dit que vous vouliez plus jouer sous Gary et Vincent. Je vous ai entendu. On a 3 semaines où il n'y a pas de match. On va faire 2 matchs de préparation contre Berne et contre Bienne. Ces matchs-là, c'est moi qui vais les diriger.
On va repartir sur des basses scènes, on va profiter de ces 3 semaines pour faire peut-être du team building aussi, d'aller faire des sorties, de se regrouper, de se ressourcer. Ils ont fait ça. Ils sont partis faire J'ai pas tout suivi. du paintball, paintball, ouais, voilà, j'ai et vu tout. aussi. Donc voilà. Mais les gars, Julien Vauclair, mais- il a 100% de victoire pour l'instant. Dans des c'est matchs pas qui des comptent victoires pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, Pascal. Peut-être que le congédiement de Leschon et Sheehan est arrivé trop tard, mais moi, je pense que c'est l'arrivée de Vauclair qui est arrivé trop tard. Vauclair aurait dû arriver même avant le début de la saison. On aurait dû aller chercher un directeur sportif avec des contacts Ou de alors National donner League. à Vincent de faire que ça. Que ou ça, d'avoir, mais encore là, de s'entourer d'expérience de National League, même si Julien Vauclair n'avait pas d'expérience de directeur sportif, d'avoir quelqu'un qui a grandi en National League, qui était encore jusqu'à tout récemment, qui a des contacts, qui a gardé ses contacts en National League, c'est ce qui a manqué. De National League. C'est ce qui a manqué à jouer en début de saison, c'est d'avoir ces contacts-là, c'est d'avoir ce professionnalisme-là, de devenir un club de National League. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un club de National League? Je pense que les gars, ils naviguaient un peu... Quand ils se sont réveillés de leur à promotion, l'aveugle. c'était déjà le mois d'août. Et puis, Oui. c'était un peu sauf qui feu au début. On va faire avec les moyens du bord, ça va bien se passer. Le début de saison était encore presque une réussite. Par C'était une rapport à, réussite. C'était une à ce réussite qu'ils par rapport ont à ce qui réussi était à faire. attendu, Mais après, il y a la réalité C'est qui peut-être ce les qui a a joué contre rattrapés. eux au final. Hein, ce début de saison réussi où ils se sont pas rendus compte de la réalité de la National League. Ils étaient encore sur le petit nuage. Et tout d'un coup, en octobre-novembre, la réalité. On parlait d'un mur tout à l'heure pour Patrick Fischer. Moi, je crois que le mur a joué à la prix et s'est rendu compte que Et- vraiment il y avait une différence. Et comme tu dis, c'est vrai, ça aurait été bien d'avoir un directeur sportif à plein temps dès le début. Mais là, je pense qu'on a été un petit peu naïf du côté du HC Ajoie. Et il faut dire que dans le premier tour, là, dans le premier mois, quand tu affrontes la première fois les 12 équipes, pas tout le monde, pas qu'ils prennent pas ça au sérieux, mais il y a des équipes qui s'attendent peut-être à rien de toi, qui vont te prendre un peu de haut. Et là, tu surprends. Mais rendu au moment où est-ce qu'on est, chaque point est important. Et c'est la course au playoff. Il n'y a personne qui va te faire de cadeau. Et ça nuit beaucoup dans les tours suivants pour le HC Ajoie. Par rapport au dernier match amical contre Berne, on sait que Julien Vauclair va pouvoir compter sur 5 étrangers à disposition, qui va donc pouvoir faire un choix, puisque Wenström et Fortier sont là avec De Vos, Leduc et Asselin à disposition. Donc il va falloir faire un choix. Le menu, on vous a dit, c'est à Bienne vendredi et contre Zurich samedi. Enfin, c'est deux équipes qui jouent le haut du classement, mais à voir comment Ajoie va se comporter. Et je veux revenir sur une question de Nicolas Puccio qui nous dit une rumeur enverrait donc Yorick Trey, on y revient, à cette discussion sur un des candidats papables du HC Ajoie. Vu de France, d'où il vient, donc Nicolas, son travail avec Mulhouse a été salué par un trophée de meilleur coach de la Ligue Magnus. Il est également assistant de l'équipe de France A et en charge des MVET qu'il a fait remonter en première division. Quel est votre avis? Est-ce qu'il pourrait être l'entraîneur qui pourrait faire le step supérieur à Ajoie? On a un petit peu parlé de Yorick Trey, c'est vrai, mais c'est un ancien ailier qu'on a connu du côté de Genève, 2005 peut-être, quand il était venu avec les Aigles jouer 2 saisons, qui est depuis 4 ans un entraîneur désormais, 2 bonnes années, une année et demie avec Mulhouse et maintenant 2 ans au sein de la fédération. Je pense que par rapport il faut regrouper tout avec Ajoie. Au budget à disposition et la vision que l'on veut donner, d'avoir un entraîneur peut-être qui tricolore, qui est quand même sensible au hockey de notre championnat, qui ne le connaît pas, ça peut être un bon choix. Moi, en tout cas, quand j'ai lu ça et que je suis allé un peu me renseigner sur Trey, j'ai un sentiment plutôt positif. Ça ne veut pas dire que ça sera le choix d'Ajoie, mais je pense que ça pourrait apporter un vent nouveau aussi, de le laisser responsable d'une équipe professionnelle en Suisse. Moi, ce que j'aime bien avec lui, au-delà de sa carrière de joueur, mais autant qu'entraîneur, c'est qu'il a été bombardé entraîneur de Mulhouse en 2018. On ne lui a pas laissé le choix, il est devenu entraîneur-joueur. Il a dû prendre cette équipe. C'était sa dernière saison, il était là pour profiter, terminer sa carrière tranquillement dans le championnat de France parce qu'il a une très belle carrière internationale. Il a pris son job d'entraîneur très à cœur. Il a été récompensé, comme le dit Nicolas, avec le titre d'entraîneur de l'année la saison suivante. Et derrière, c'est Philippe Beson et René Matt qui ont été le chercher pour qu'il complète le staff de l'équipe de France au niveau de la première équipe. Donc, je pense que en 2 ans, en 1 an et demi avec Mulhouse, il a prouvé qu'il avait le niveau pour coacher des bonnes équipes.
que ce soit le niveau de la Ligue Magnus, hein, le haut de la Ligue Magnus, c'est le bas de la National League, hein, au niveau de certaines équipes. Mulhouse est plutôt dans le milieu du classement à l'époque où il était, mais je pense que le fait que un entraîneur comme Philippe Beson, qui a quand même une très belle carrière, encore une plus belle carrière de joueur, mais qui a une très belle carrière d'entraîneur, et Ron Emat, qui connaît très bien aussi le cas international, décide de se focaliser sur ce jeune entraîneur-là pour compléter le staff, c'est une belle marque de confiance, et ça veut dire qu'il y a du potentiel. Et Boson, nous dit Fabrice Pascal, comme entraîneur à Ajoie. Pour être très intéressant. C'est un très bon coach. Philippe Beson, c'est un très bon formateur aussi. Il sait très bien parler avec les jeunes. En plus, sa carrière parle. Dès qu'il ouvre la bouche, hein, les gens se taisent pour l'écouter, vu la carrière qu'il a derrière lui. Par contre, c'est un entraîneur qui peut être très dur. Parce que sa mentalité de chamonniard, de montagnard, il le dit lui-même, hein, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais quand il parle, souvent, ça peut être très cinglant, ça peut faire très mal. Ça peut être intéressant, mais je pense que là, il avait essayé un temps d'être entraîneur à Bordeaux et en équipe de France. Et ça s'était mal fini à Bordeaux parce qu'il n'arrivait pas à assumer les deux. Donc pas forcément bon chance. On sait que Gary était aussi un éternel gagnant, vraiment un entraîneur qui essayait de tirer le meilleur de chaque match, même quand ça allait pas. Toi, à t'entendre, tu partirais peut-être sur un autre caractère, peut-être. Oui, moi je partirais plutôt sur Yorick Trey que sur Philippe Beson. Justement pour le côté peut-être plus à la Tchereda, côté un petit peu plus professeur, comme on a titré le dernier épisode du documentaire. Et puis je vois qu'il y a une question de Gilles par rapport à Dany Gélina. Pour la saison prochaine, Dany m'a quand même glissé hier avant qu'on prenne le commentaire qu'il avait des vues plutôt sur le sud de la Suisse romande. C'est pas mal dit ça. Voilà. C'est pas mal dit. Voilà pour le HC Ajoie. On a fait le tour d'horizon des clubs romans, messieurs. Ouais. On va pouvoir passer au programme de la semaine. Jonathan, il est quand même bien chargé, bien costaud. Enfin, j'ai envie de dire un programme chargé pour nous. On reprend la National League évidemment demain avec entre autres des matchs de Genève, déplacement Davos et de Lausanne qui reçoit Ambry. C'est dès 19h40 sur MySports. 2 matchs également mercredi, dont l'affrontement entre Fribourg et Lausanne. Ensuite, il y aura également de la Swiss League, mercredi à ne pas manquer, Cloton contre Langenthal, un match qui promet dès 19h40 sur MySports One. La E-National League, ce sera mes débuts à la E-National League, jeudi, donc sur notre chaîne Twitch. Vendredi, studio dès 19h25 avec le match Bienne Ajoie en match studio. Samedi également, studio, 19h25. Et là, si je ne me trompe pas, c'est Genève-Berne, le match studio. Et également, ne pas manquer le documentaire 100% Ambry à 20h15, MySports 3 dimanche. Si je ne me trompe pas, c'est le 7e épisode. Ça va être le 5e. 5e? Je suis rendu trop loin. T'as un petit peu d'avance. Tu les as déjà tous vus, c'est pour ça. Donc voilà pour le programme de la semaine. Un programme chargé, mais évidemment pour nous, amateurs de hockey, un programme qui promet. Bon, vous avez compris, à part ce soir, vous avez droit à du hockey. Ce soir, c'est le moment où est-ce que vous soupez avec la conjointe, ou le vous prenez du temps de famille, tout, en famille. Et ensuite, c'est 100% hockey. C'est vous qui gérez la télécommande ou qui allez au match, bien sûr, parce que profitez aussi de ces mesures Covid. Hein. Nous, bien sûr, on a envie que vous nous suiviez sur MySports et tout ça, mais on peut que vous encourager aussi de mettre de l'ambiance dans les patinoires. On vous rappelle qu'on compte sur vous, bien sûr, pour s'abonner toujours plus à nos différentes plateformes, que vous allez pouvoir réécouter cet épisode du jour, que ce soit sur YouTube, sur notre page Facebook, en podcast sur SoundCloud, Apple Podcast, Spotify. Merci d'avoir été avec nous. Hein. On a adoré vos questions, hein, vraiment. Ça a bien donné avec l'équipe de Suisse, ça a donné le tempo et tout. Pascal, Jonathan, on vous retrouve au micro cette semaine. Joe, dès demain, c'est toi qui auras le match crucial Davos-Genève. Ouais. Pardon, hein, tu remercieras le planificateur au passage. Je sais pas si... Non, mais je sais pas si je vais être en forme. Par contre, avec l'altitude... Là, ça... arrête. T'as qu'à partir ce soir aussi. Il est en décalage horaire en plus. Pascal, toi, tes fans devront attendre samedi
dis pour t'entendre, mais c'est Genève-Berne, excuse aussi du peu, donc c'est pas mal Ça aussi va ce être qui un bon t'attend. Je serai aux commandes de Fribourg contre Lausanne mercredi et bien sûr toutes les autres rencontres complétées et commentées par le reste de notre équipe. Donc voilà, merci Jonathan, merci Pascal pour Merci cette à tous. très bonne tenue d'émission. Merci Et David aussi. on vous souhaite une très bonne semaine de reprise. On va terminer cette saison régulière en force et on aura hâte de la suite. Allez, on revoit la fin. Bye bye.